Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Vous êtes nombreux à travers le monde. Vous suivez le magazine École de la Sagesse. C'est le deuxième jour, je veux dire la deuxième séance de l'École de la Sagesse depuis que nous sommes de retour. Les feedbacks, il est important parce que quand j'entends chez plusieurs personnes qui sont contents, qui sont heureux, qui partagent ça en famille, que les parents sont d'accord, c'est un grand honneur. Surtout quand on suit les plus jeunes, même ceux de notre génération, considérer le fait que le travail que nous faisons est important. Je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité. C'est un grand plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre sujet de la fois passée. C'était sur le commandement, les autres commandements. Eh bien, on l'avait dit, les autres commandements. C'est vrai, on va dire, mais dans la Bible, il n'y a pas de soubassement. Je ne suis pas un prédicateur de la Bible. Je ne suis pas un prédicateur du Coran. Je suis tout simplement celui qui partage avec vous certaines connaissances que vous pouvez aussi appliquer chez vous et ça peut produire des effets. Parce qu'en réalité, ce qui manque dans notre pays, c'est ces repères, cette absence de repères, parce que nous ne l'avons pas, on va dire, on ne l'a pas créé. Ça va être fort si je dis qu'on ne l'a pas créé. Il y a des repères, mais peut-être qu'on ne met pas assez de lumière sur ces repères-là. Nous ne le regardons pas comme il faut. Nous ne leur accordons pas l'importance qu'il faut. Dans d'autres pays, par exemple, quand on rencontre un professeur, quand on rencontre un médecin, quand on rencontre un militaire, tout ça, vous sentez le respect dans le regard des autres. Parce qu'on se dit, un professeur, c'est quand même quelqu'un qui est allé à l'école, qui a étudié, qui a appris. Il est dépositaire d'une certaine connaissance. Et quand on rencontre des médecins, on sait tous que c'est des gens qui, voilà, qui tiennent en vie, et ainsi de suite. La preuve, lorsque vous êtes dans un avion, quand il y a un problème, la première personne qu'on appelle, c'est d'abord le médecin. Est-ce qu'il y a un médecin parmi vous? Parce qu'on sait que celui-là est un détenteur de la vie. Et ainsi de suite. Et d'autres sociétés sont allées un peu plus loin, comme par exemple en Chine, au Japon, bref, en Asie, où ils placent le vieillard, si vous voulez, à une position d'importance. En Chine, lorsque vous êtes dans un taxi ou dans un bus public, n'importe lequel, lorsqu'un aîné entre, je veux dire un vieux, quand il entre, une vieille quand il entre, il ne vous demandera même pas. Vous allez vous lever de vous-même parce que les enfants sont éduqués comme ça. Au Japon, c'est encore drastique, mais le problème, c'est qu'ils ont mis de la lumière à ce qui est important ou sur ce qui est important. Mais malheureusement, chez nous, il y a cette sorte d'inversion des valeurs, mais surtout le silence total de ces repères. Et vous n'avez qu'à le voir dans les endroits publics. Quand vous voulez prendre un taxi, j'ai vu des femmes enceintes trimées, alors que des jeunes gens, voilà, ils s'est bousculés pour rentrer dans des bus. J'ai vu des vieilles personnes rester, et alors que les jeunes gens étaient là. Donc, c'est dire que nous avons perdu toutes ces valeurs qui pouvaient en réalité faire de nous des hommes. En fait, ces valeurs qui définissent les humains. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a d'autres commandements, en dehors de la Bible bien évidemment, d'autres commandements importants à inculquer aux gens. Des commandements, ça veut dire des valeurs que nous ne devons pas oublier. Ce sont les valeurs qui rappellent que nous sommes différents des animaux. C'est des valeurs qui rappellent que nous sommes différents des êtres inférieurs. Mais même quand on parle des animaux, il y a certains moments où les animaux nous enseignent. Regardez, lorsque les éléphants sont menacés, ils font un cercle, ils mettent les vulnérables, c'est-à-dire les petits-enfants, et ceux qui sont blessés à l'intérieur et les plus robustes font la barrière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont compris la notion de protéger les faibles. Et vous allez voir chez les lions la même chose. Lorsqu'un lionceau est encore petit, il est vulnérable. Et qu'est-ce qu'on fait? La troupe protège les vulnérables. Mais malheureusement, chez nous, nous profitons des vulnérables. Nous attendons que les gens deviennent faibles pour abuser d'eux. L'église abuse des faibles, l'école abuse des faibles, l'hôpital abuse des faibles. En fait, quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas l'impression que vous êtes malade, vous êtes patient. Vous avez l'impression que vous êtes un client. Parce qu'en réalité, on vous saigne à blanc. Un peu comme si c'était une occasion de vous détruire complètement. En fait, ce sont les indicateurs qui montrent que votre société est en perte. Votre société devient de plus en plus animalière. Mais encore une fois, les animaux ont quand même un certain code d'éthique qu'ils gardent, qu'ils conservent. Chez nous, ce n'est plus le cas. Quand on est malade, c'est l'occasion de vous ruiner complètement. Combien de gens s'appauvrissent pour se guérir, ou pour guérir, ou pour se soigner? Combien de gens s'appauvrissent? Quelqu'un est malade, il vient voir un médecin, et le médecin sait, il sait pertinemment que la personne n'a pas de moyens, que la personne n'a pas de ressources. Mais le médecin va mettre la personne dans une pression telle que le gars va aller s'endetter ou vendre tout ce qu'il a de mieux pour guérir. Mais après, il retombe dans le même problème.
J'ai vu des parents à qui on a fait acheter des produits, alors que le médecin savait lui-même que ça ne les servira à rien. Mais on l'a quand même fait acheter des produits, et vous savez, lorsqu'on est dans un état, dans ces conditions-là, c'est compliqué quand même. On paye tout. C'est ça ce qu'on appelle le déficit d'éthique. Quand on n'en a plus, c'est compliqué. Quand on n'a plus des valeurs qui gouvernent, ce n'est plus important, on n'est plus un homme, on cesse d'être un homme. Parce que l'homme doit avoir des interdits, même quand il a faim. Il doit avoir des limites, même quand il a tellement besoin de quelque chose. Mais l'homme doit être dicté par ces valeurs-là. Ça veut dire, ça je ne peux pas faire. Quels que soient les cas, je ne le ferai pas. Mais la question, où sont vos limites aujourd'hui? Où sont vos limites? Parce que quand vous n'en avez plus, c'est fini. Où sont vos limites? Quelqu'un est malade, il est sur le lit de l'hôpital. Vous l'opérez et vous dites, bon, tu peux hernie, vous voulez qu'il vous réponde quoi en ce moment-là? Que l'hernie soit vraie ou fausse? La personne va débourser de l'argent. Il va débourser de l'argent parce qu'il est dans une mauvaise posture. Au fait, la notion de la vulnérabilité qui devient une marchandise et la notion de la vulnérabilité qui appelle à la solidarité distingue les peuples. Vous allez dans d'autres pays, on a même des trottoirs pour aveugles. Ça dit même pour eux, ça dit que c'est des gens qui ne voient pas, mais on a quand même fait des trottoirs pour eux. Il y a des places réservées pour eux. Il y a des parkings entiers pour eux, pour des aveugles, pour des handicapés et pour le reste. Au moins, on sait que ces gens-là ont été défavorisés par la nature et nous, la société, nous allons le prendre en charge. Mais nous, non, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Déjà, les regards sanctionnent. Vous avez un enfant qui a une malformation. Vous le cachez à la maison parce que vous avez honte et vous avez peur du regard des autres. En faisant quoi? En tuant l'autre. Or, ailleurs, les enfants qui ont des malformations sont des gages de vie des parents. Il y a des parents qui ne vivent qu'à cause de ça. Parce que l'État paye ces enfants-là, parce qu'il faut les divertir, parce qu'il faut les occuper un peu. Mais chez nous, c'est l'inverse. En réalité, votre société est définie par ce que vous valorisez et ce que vous ne valorisez pas. Ce n'est pas le fait de prier longtemps, ce n'est pas le fait de faire des jeûnes et prières, ce n'est pas le fait de délivrer des malades, mais c'est le regard que vous avez dans votre société, le regard que vous avez des vulnérables. Regardez les structures académiques aujourd'hui ou scolaires. Quelles sont ces structures scolaires qui prennent en charge les démunis, les enfants de pauvres, les enfants les orphelins, les abandonnés? Il y en a peu, pas beaucoup en tout cas, pas beaucoup. Le problème, c'est que où est la caisse des pauvres? Où est la caisse de ceux qui manquent? Ou ceux qui n'ont pas la capacité de chercher avec leurs propres mains, comment vont-ils manger? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Merci beaucoup, madame. Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Ceux-là qui n'ont pas de mains, ceux-là qui n'ont pas de bras, ça veut dire qu'ils ont été privés, pas parce qu'ils ont voulu, mais par la nature. Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question, comment font-ils pour vivre? Est-ce qu'il y a des écoles pour eux? Est-ce que l'État prend en charge ces gens-là? Ben, la question, c'est quel État? Si déjà les hommes valides n'en bénéficient pas, est-ce que les invalides vont en bénéficier? Et pourquoi vous allez voir dans d'autres sociétés, les concepts changent chaque jour. Avant, on les appelait des handicapés. Aujourd'hui, on change. On dit des personnalités, des personnes à mobilité réduite. On change de termes. En fait, tout ça, c'est pour éviter la charge psychologique. Dans le regard, il faut changer la manière. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. C'est que nous devons savoir ce que nous voulons, ce que nous cherchons en traitant les autres. Voilà pourquoi je le dis. Le commandement, ce sont des valeurs qui doivent nous gouverner. Si nous n'avons pas, c'est compliqué. L'éthique, j'en parlerai toujours, l'éthique. Je conseille toujours aux plus jeunes, je leur dis, c'est quand vous êtes jeune que vous devez cultiver l'éthique. Que vous devez cultiver les valeurs. Votre entourage doit savoir que vous avez des valeurs, que vous êtes porteur des valeurs. Dans votre manière de parler, dans votre manière de vous tenir, dans votre manière de vous habiller, dans votre manière de communiquer avec les autres, l'on doit sentir en vous des valeurs. Celui qui a des valeurs ne raconte pas des bêtises, même sur les réseaux sociaux. Celui qui a des valeurs ne raconte pas de bêtises. À partir de quel moment un enfant qui a ses parents va rester nu sur les réseaux sociaux? À partir de quel moment? Moi, je me pose toujours la question quand je vois les filles nues sur TikTok danser de façon idiote et bouleversante. La question que je me pose, est-ce que ça peut être parents?
est-ce que bazarapé na ba boti na bangope? Est-ce que bazarapé na ba yaya? Parce que je m'imagine moi à mon temps, orphelin que j'étais d'ailleurs, j'imagine moi à mon temps, mais c'est la mort. Comment je ferais un truc pareil? Comment? Non, ça veut dire que ça commence d'abord par toi-même. Où se trouve la censure naturelle que vous avez en vous-même? Votre jugement. C'est des choses qu'on ne vous interdit pas. Vous vous interdisez vous-même. C'est-à-dire vous-même. Parce qu'on ne vous interdira jamais de manger la saleté. Vous-même, vous allez ne pas manger la saleté parce que vous savez les conséquences de cela. Vous voyez que les gens n'ont pas ce qu'on appelle le bomoto. Bomoto sauté. Les gens font ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et quand vous regardez sur les réseaux sociaux, certains challenges démontrent en réalité la nature de l'éducation que les gens ont reçue chez eux. Certains challenges, vous dites, mais waouh! Est-ce qu'elle a un père, celle-là? Est-ce qu'elle a une mère, au moins? Est-ce qu'elle a des frères? Est-ce qu'elle a des sœurs? Ou est-ce qu'il a des frères? Bref, vous vous posez autant de questions. Parce que le problème, c'est la famille. Et Socrate l'avait dit. Socrate l'a si bien dit. L'affaissement d'un État commence par l'affaissement de la famille. Lorsque la famille est détruite, l'État sera détruit. Un enfant qui ne respecte pas son père, qui ne respecte pas sa mère, ne respectera jamais le président de la République. Il ne respectera jamais une autorité publique. Jamais. Parce que l'image que votre père a chez vous, l'image que vous avez de votre père à la maison, c'est l'image de l'autorité dans la société. Alors si vous n'avez aucune valeur, vous n'avez aucune importance, vous n'accordez aucun intérêt aux choses sacrées, alors c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible. Et moi, à un moment donné, quand je regarde ces choses, je me dis, mais, oh là, c'est quand même, hein. Regardez la facilité avec laquelle les gens insultent aujourd'hui. Tu ne connais pas quelqu'un, et pouf, tu commences à insulter. Regardez dans le commentaire des réseaux sociaux, vous allez voir. Et vous posez la question, quelqu'un, est-ce qu'on a habillé? Non, on a habillé. Un sage disait, il faut plus ou moins beaucoup de temps pour juger de l'idiotie de quelqu'un. Mais peu de temps pour comprendre qu'il est intelligent. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire qu'en tant qu'humain, ça peut arriver que nous puissions commettre de fautes. Mais ces fautes-là ne nous définissent pas. Parce que ça arrive dans la vie de quelqu'un de commettre des fautes. Mais maintenant, si vous êtes une société qui sanctionne la première erreur, vous la sanctionnez, et vous définissez les gens en fonction de ces erreurs-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Dans chaque comportement, il y a une histoire. Dans chaque comportement. Dans chaque action que quelqu'un pose, il y a une histoire. Il y a une idéologie. Il y a une cause. Des gens sont devenus méchants parce qu'ils ont été victimes parfois de la méchanceté. Et ils n'ont rien d'autre à reproduire que de la méchanceté. Ces gens-là sont des victimes, mais ils ne sont pas de bourreaux. Ils ne sont pas des bourreaux. Il faut les appeler, les écouter, les aider à retrouver le bon chemin. Vous avez aujourd'hui des sociétés, des gens qui n'ont pas d'amour. Et vous dites, mais il n'a jamais été aimé, il n'a jamais profité de l'amour. Il ne sait pas ce que c'est l'amour. Vous voulez qu'il donne quoi? Oh non, mais lui ne me complimente pas. Mais lui-même n'a jamais été complimenté. Il ne sait même pas ce que c'est un compliment. Vous voulez qu'il complimente quoi? Et ce sont des personnes comme ça qui blessent. Et qui blessent, qui continuent à blesser. Pourquoi? Parce qu'un lion blessé blesse aussi. Quand on a été blessé, on peut toujours blesser. Il faut des valeurs donc qui gouvernent notre vie. Qui nous aident à nous élever au rang des hommes normaux. C'est des valeurs. C'est des valeurs. Parce que la valeur d'un homme, ce n'est pas le fait d'avoir des jeeps, d'avoir des beaux habits, ce n'est pas le fait d'être une femme jolie, d'avoir tout ça. C'est la capacité que vous avez de vous identifier en dehors des biens matériels. La capacité de vous identifier comme vous. Et c'est ça être un homme. Il y a des gens aujourd'hui, ils se mesurent en fonction de ce qu'ils ont. C'est-à-dire quand il a l'argent, il parle un peu beaucoup. Et quand il n'en a plus, il ne parle pas, il se tait. Un peu comme si l'argent était son carburant de vie. Non, il faut commencer à vivre indépendamment de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Vous devez vivre de ce que vous êtes au fond de vous. Qu'est-ce que vous êtes en réalité? Qu'est-ce que vous êtes en réalité? Les gens ont tout perdu. Toutes les valeurs que l'on pouvait avoir, nous sommes en train de le perdre chaque jour à cause de l'hypocrisie, de l'apparence, hein, de la recherche de la validité, ainsi de suite. Et quand vous regardez les gens aujourd'hui, ce que vous allez remarquer, c'est quoi? Sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que c'est ça le véritable danger qu'on a aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous remarquerez une chose. Merci. Sur les réseaux sociaux, vous remarquerez une chose. Toutes les personnes qui sont à la recherche du buzz
sont des gens qui souffrent à l'intérieur d'eux. Ils cherchent un moyen d'exister parce qu'ils ne peuvent pas exister en dehors de cela. Ils cherchent le buzz, ils cherchent l'attention, ils cherchent le regard, ils cherchent la validation des autres. En eux-mêmes, ils ne peuvent pas vivre. Et c'est ça, je veux dire, le plus bas niveau de l'homme. Quand on commence à chercher la validation des autres. On commence à chercher que l'on nous aime dans les commentaires, qu'on dise que tu es beau, que tu es gentil, oh mais tu es joli. Et quand on regarde ça, c'est comme nos vitamines, on commence à... Et vous allez commettre beaucoup de fautes, beaucoup de bêtises, parce que vous le recherchez. Abou Bakr dit ceci, fouillez les honneurs, l'honneur te suivra. Chantez la mort, la vie sera avec toi. Le problème, c'est que nous regardons souvent à des choses futiles, notre perception est erronée, notre conception est abîmée. Voilà pourquoi nous produisons le chaos autour de nous sans qu'on le sache. Nous voulons atteindre un niveau, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix de ce niveau-là. Et ça, j'entends souvent les gens. Quelqu'un dit, je veux être un grand conférencier. Les grands conférenciers sont des lecteurs, des très grands lecteurs, des très grands chercheurs. Des gens qui passent leur temps à expérimenter, à observer. Ce n'est pas des gens comme ça, on raconte, on ramasse aujourd'hui parce que tu sais parler français, pam, pam, tu commences à raconter des histoires. Et voilà, on est dans une société comme ça, où vous avez des entrepreneurs qui vont enseigner l'entrepreneuriat, mais eux-mêmes n'ont jamais entrepris, même pas leur propre vie. Mais ils sont entrepreneurs. Et on va faire des colloques, on va faire des séminaires d'entrepreneuriat. Mais toi-même, tu as entrepris déjà quoi? Qu'est-ce que tu as déjà entrepris? Quelqu'un vous dit les 5 leçons pour réussir sa vie. Mais lorsque vous regardez la personne en question, c'est l'adresse sociale de la misère, de la pauvreté. Mais pourquoi tu vas dire des choses que tu n'as pas expérimentées? Les choses que tu n'as pas expérimentées restent vaines. Vous allez le dire, les gens vont écouter, mais il n'y aura pas d'enracinement parce qu'il n'y a aucun esprit derrière ces choses. La différence entre ceux qui impactent la vie des gens et ceux qui ne font que raconter, ceux qui impactent la vie des gens parlent de leur expérience. Ils savent ce que c'est. Et il y a un esprit qui gouverne ça, qui guide ça. La théorie, elle est bonne si seulement la pratique peut lui obéir. Alors revenons sur des questions plus simples. Les valeurs que nous avons perdues. J'ai envie de vous parler de quelque chose que vous connaissez. La loyauté. Ah, la loyauté. La loyauté, ces sentiments, cet attachement sincère que l'on doit avoir envers une personne, envers une idée, envers un groupe, envers un programme. Cet attachement sincère. Est-ce que les gens en ont encore aujourd'hui? Ceux qui crient la loyauté, sont-ils véritablement loyaux? Ou la bonne question, ils sont loyaux jusqu'à quand? Que Dieu nous épargne des gens qui viennent autour de nous pour sucer ce que nous sommes. En réalité, ce n'est pas nous. Ils te font croire qu'ils te soutiennent, qu'ils sont avec toi, qu'ils sont d'accord avec toi, jusqu'au jour où ils auront mieux. Et ils partiront. La loyauté, ce n'est pas ça. La loyauté, c'est le fait de dire « j'appartiens à cette idéologie ». C'est comme dans le livre de Ruth. Ceux qui ont lu Ruth savent l'histoire de Ruth. Je m'attache à toi. Quels que soient les cas, je m'attache à toi. Où tu mettras le pied, je mettrai le mien. C'est ça être loyal envers quelqu'un. Être loyal envers une idéologie. Et être loyal ne veut pas dire suivre aveuglément quelque chose. Non, ce n'est pas ça être loyal. Être loyal ne veut pas dire aller comme ça, tête baissée. Non. C'est un dévouement que l'on accorde, que l'on a pour quelque chose. Mais où est la loyauté aujourd'hui? La loyauté, elle est où? La loyauté, elle est où? Cette volonté que l'on a, cette forte volonté de respecter son engagement, de respecter sa volonté, de soutenir quelque chose, malgré les moments difficiles. Les gens confondent la loyauté et la fidélité. Ce n'est pas la même chose. Je peux être fidèle, mais je ne suis pas loyal, en fait. Je peux être fidèle à quelqu'un, je ne suis pas loyal. La fidélité, c'est l'exclusivité. Je n'ai que toi et c'est tout. C'est ça la fidélité. Je n'ai que toi, je ne garde que toi, on n'a que toi. Mais ce n'est pas ça la loyauté. La loyauté va au-delà du simple fait que d'être avec toi. Parce que la fidélité, c'est que si on n'est plus ensemble, c'est bon, je sais ma vie.
C'est une période. Je t'aime. Ah bon, c'est bon avec toi. Le jour où c'est bon, c'est fini, c'est fini. Je m'engage à quelqu'un d'autre, c'est fini. Et je peux là-bas faire ma vie comme on peut. Mais la loyauté va au-delà de simple fait d'appartenir à quelque chose. Non, ça va au-delà de ça. C'est le fait de se donner des principes en disant « Je ne ferai rien qui puisse entrer en conflit avec mon engagement par rapport à vous. » Les personnes loyales sont des gens qui peuvent garder le secret même quand ça bouge dans tout le sens. Les personnes loyales, ce sont ces gens-là. Et est-ce qu'on en a encore aujourd'hui? On a plus des flatteurs, des profiteurs, des gens qui sont autour de vous pour un intérêt. Voilà pourquoi moi, quand les gens m'approchent, je les regarde, je dis « Ok, ok ». Et vous devez savoir une chose, comme je l'ai dit déjà dans un enseignement, ceux qui sont trahis ou ceux qui se sentent trahis sont ceux qui ont beaucoup attendu. Dans la vie, si vous n'attendez pas beaucoup, vous ne serez pas beaucoup trahi. Parce que la déception, c'est le rendez-vous manqué de quelque chose qu'on attendait. Ah, même lui, il m'a fait ça. Mais pourquoi pas? Il pouvait te faire ça. Mais quand dans ton esprit, tu sais que l'homme peut changer, ad nutum, tu n'auras pas de problème. Tu vas juste constater les départs, constater les dégâts, constater le choc. Tu diras, ah, ok. Ah, ben c'est bon. Vous savez pourquoi le loup ne crie pas à la trahison? Parce qu'il est solitaire souvent. Il n'attend rien. S'ils vont chasser dans une meute, et puis ils mangent, et puis chacun fait sa route. Ils vont se retrouver un autre jour juste pour manger, pour faire la chasse. Chacun fait sa vie. Et il n'y a presque pas de... Non, là, on l'a destitué. Il n'y en a presque pas. Mais le lion, lui, qui reste toujours dans une meute, finit par être trahi. Par qui? Par des gens qui lui-même a nourri, lui-même a protégé. Et c'est ce que Machiavel enseigne. C'est Machiavel, mais aussi d'autres auteurs en ont parlé. Sun Tzu, par exemple. Ils expliquent qu'il faut mélanger les deux. Avoir la ruse du renard et la force du lion. La ruse du renard, pourquoi? Le renard, c'est le seul animal qui n'est jamais destitué. Il est tellement malin qu'on ne le destitue pas. Il meurt de vieillesse et puis c'est fini. Mais le lion, lui qui est fort, qui est grand, est l'animal le plus... Enfin, qu'on a toujours destitué. Toujours. Pourquoi? Parce que le lion, quand il crie, c'est pour menacer les ennemis qui sont à l'extérieur. Mais il ne voit jamais l'ennemi à l'intérieur. Il ne voit jamais. Parce qu'il est tellement dans l'attaque qu'il ne regarde pas sa base arrière. Le renard, ce n'est pas le cas. Le renard cherche déjà à éliminer les ennemis à l'interne. Parce qu'à l'externe, il sait que ça va venir, mais à l'externe, je m'en occuperai. C'est comme ça. Et c'est pourquoi dans nos prières, quand vous priez, demandez à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, occupe-toi de mes amis. Je m'occuperai personnellement de mes ennemis. Parce que mes ennemis, je les connais. Mais mes amis, je ne les connais pas. Que Dieu vous aide à connaître vos amis. Ceux qui font semblant d'être vos amis. Et qui attendent quand vous allez dormir pour qu'ils vous assomment. Et pour vos ennemis, restez vigilants. Connaissez-le vous-même. Connaissez-le. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être sauvés à cause de la méchanceté de leurs ennemis et qui seront tués à cause de la fausse gentillesse de leurs amis. N'oubliez pas ces choses, c'est très important. Le poison qui vous tue n'est pas le poison qu'on vend à l'extérieur, c'est le poison qui entre déjà à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur ne vous tuera pas, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui vous tuera le plus. Le poison n'est pas dangereux quand il n'est pas en dehors du corps. C'est quand il est dans le corps qu'il devient très dangereux. Sinon, quand il est à l'extérieur, c'est une histoire. Il a tué les gens, mais toi, pas encore. Mais c'est quand il entre dans ton corps qu'il commence à te tuer. Et c'est là que tu te rends compte que c'est très dangereux. Développez cette capacité d'être autour, d'analyser votre entourage et de savoir qui est qui fait quoi. À qui je fais confiance, à qui je ne le fais pas. C'est important. Ne restez pas dans les apparences. Parce que si vous restez dans les apparences, vous allez souffrir. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et c'est une histoire que je voudrais vous raconter. Un jour, le ver de terre avait ses enfants. Et pendant qu'il parlait avec ses enfants, le ver de terre dit à ses enfants, chers enfants, quel est l'animal le plus dangereux que vous connaissez? Et l'enfant du ver de terre dit, ils étaient 3 ou 4, un enfant dit, papa c'est les lions, il est très dangereux, il est méchant, il mange les gazelles, ainsi de suite. Wow. Non, le petit frère a dit, non, pas les lions, est-ce que toi tu as vu la capacité de léopard? Les léopards tuent pour rien. Il tue, et puis il fait du gibier un piège. Il est au-dessus, il attend.
Et l'autre dit non, mais est-ce que vous savez la mâchoire de l'hyène? Il dit, hyène? Non, c'est rien ça. C'est les loups-garous qui sont dangereux. Et dans les discussions comme ça, il s'est dit, voilà, il discutait. Et le ver de terre dit à ses enfants, l'animal le plus dangereux, c'est la poule. On dit, comment ça? Il dit, mais la poule, mais pourquoi? Parce que la poule nous mange. Est-ce que le lion nous mange? Ah ben non. Est-ce que le léopard nous mange? Ah non. C'est la poule qui nous mange. C'est la poule qui est l'animal le plus dangereux. En fait, c'est pour dire, choisissez bien vos ennemis. Il y a des gens qui sont méchants pour les autres, pas pour vous. Ne vous n'embrassez pas des guerres inutiles. Il y a des gens, peu importe leur méchanceté, ils ne vous feront rien. Parce que vous n'êtes pas une menace pour eux. Mais vous oubliez ceux qui vous tuent tous les jours. Ceux qui ne vous laisseront aucune occasion. Et avec le monde Internet que nous avons aujourd'hui, c'est pire. Juste avec un téléphone, on détruit la vie de quelqu'un. Quelqu'un est allé dormir dans un deuil. Il était à un deuil et il s'endort tout simplement un peu et on l'a filmé pendant qu'il ronflait. Et on prend le commentaire, on fait avec. Et vous savez ce que c'est? L'image de quelqu'un est allée comme ça. Mais qui fait ça? Son entourage. Son entourage. Le plaisir que l'on a de détruire Batuna Congo, moi ça m'étonne. Le plaisir que l'on a à faire du mal aux gens, moi ça commence à m'étonner quand même. C'est-à-dire que quelqu'un est capable de s'endetter pour acheter les mégas, pour propager une fausse rumeur à ton sujet. Mais quand il s'agit de propager la bonne nouvelle de toi, il met des doutes. Il va favoriser, il va aider. Vous savez pourquoi le problème? C'est justement parce que la méchanceté a gagné le cœur des gens. Et que les gens ne sont plus vrais. Et c'est ainsi que je vous dirais que, on va en parler un autre jour quand je parlerai de la méchanceté, la nature de la méchanceté. On en parlera. Mais donc, voilà, ce qui dérange aujourd'hui, c'est peut-être ça. Est-ce que les gens se connaissent encore? Est-ce que les gens ont encore le temps de se voir, de se regarder? Je le dis toujours, est-ce que vous avez le temps de vous regarder vous-même? Il y a une étude qui me fait rire jusqu'aujourd'hui. On parle de la vieillesse. Et ce qui m'a étonné, vous savez, c'est qu'on commence à être vieux à partir de 21 ans. Moi, je ne le savais pas. Parce que lorsque vous regardez en 1960, ou même à 1940, 42, même 20, qui ont gouverné le monde en ce moment-là? C'est des jeunes gens qui avaient 20 ans, 22 ans, 15 ans, 16 ans. Des vrais révolutionnaires, c'était ces gens-là. À partir de 22 ans, 23 ans, c'était des pères des familles déjà. À 20 ans, vous avez un monsieur qui a été déjà père des familles, responsable, il tenait une famille. Plus on évolue, plus la bêtise gangrène nos esprits, plus, un peu comme si on allait plus dans un élan d'enfantillage en fait. Toko mabana mike, moi mingi, nzokande, makambu pezo le kamwa mingi. Bon moto, responsabilités assoutées. J'ai entendu une fille sur les réseaux sociaux dire que ah non, moi, mais elle a 30 ans. Ah, mais attendez, à 30 ans, on n'est plus mon amouké. À 30 ans, on n'est plus mon amouké. 30 ans, c'est pratiquement la moitié, l'autre moitié des choses. À 30 ans, on n'est plus mon amouké. À 20 ans, on n'est plus mon amouké. 20 ans déjà, on n'est plus mon amouké. Si tu penses qu'à 20 ans, tu es mon amouké, il faut te réveiller un peu, tu fais un mauvais rêve. Il faut te réveiller. À 20 ans, tu n'es plus mon amouké. À 20 ans, tu as tout pour te prendre en charge. Tu as tout pour te responsabiliser. Le problème, ce n'est pas te prendre en charge. Tu as dit qu'on travaille dans un bureau. Non, non, non. À 20 ans, c'est-à-dire que tu dois être en mesure de répondre à certaines questions de ta propre vie. À 20 ans, tu dois être en mesure de dire ça je fais, ça je ne fais pas. À 20 ans. Quand tu as 30 ans, c'est déjà fini, quoi. Tu as déjà joué une bonne partie de ta vie. Qu'on ne vous trompe pas, je ne suis pas de ceux qui viendront vous caresser au sens du poil. Vous dire non, mais écoute, ce n'est pas de votre faute, c'est votre l'État, c'est votre pays. Oui, mes frères, tu peux accuser le pays, tu peux accuser ta race, tu peux accuser ton environnement, tu peux accuser Dieu, tu peux même accuser Satan si tu trouves personne à accuser. Tu peux accuser Satan. Mais rassure-toi, ça ne changera rien dans ta situation. Mais vraiment rien. Tes accusations ne vont que t'alourdir toi-même.
Ça ne va pas t'aider à évoluer. La seule chose qui aide les gens à évoluer, c'est la remise en question. C'est la prise de conscience. C'est de dire que ça c'est bon, ça ne peut plus continuer comme ça. Le jour où tu te dis c'est bon, ça ne peut plus continuer comme ça, tu commences à avoir l'ouverture dans le monde. Tu commences à réévaluer ta vie. Posez-vous des bonnes questions tout simplement. Posez-vous juste des bonnes questions. Dites-vous, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous faites les bonnes choses? Est-ce que vous avez les bonnes personnes autour de vous? C'est la chose la plus importante qui puisse exister. Sinon, le reste, ce n'est pas important. Parmi les commandements que je voudrais qu'on parle aujourd'hui, les commandements vont défiler à l'écran parce que je ne vois vraiment pas. Si on peut commencer avec le premier commandement et nous allons suivre jusqu'à la fin. Mais je vous invite à l'exercice de la vertu et à l'exercice de la compréhension de votre propre vie vous-même. Chaque matin, réveillez-vous, parlez à vous-même. Chaque soir, réveillez-vous, parlez à vous-même. Dites-vous, est-ce que je suis là où il fallait que je sois ou je ne suis pas là où il fallait que je sois? Posez-vous des questions tous les jours. Moi, je me les pose tous les jours. Ça m'arrive tous les jours. Je me dis, mais Nzambe Nangai, est-ce que Naza Penza place Nayo? Je me rappelle un moment de ma vie, je devais prendre une grande décision. Ça ne marchait pas, ça bloquait, ça m'empêchait d'évoluer. J'en avais là. Et dans ce bureau que vous voyez, c'est là, dans ce même bureau, je me mettais là, allongé par terre. Je ferme le bureau, mais allongé par terre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Parce qu'il faut à un moment donné avoir une conversation. Pas une prière protocolaire, non, mais une conversation. Avec toi et avec Dieu. Tu dis, mais écoute, comment ça se passe? Je fais tout ce qui est bien. J'essaie de faire bien les choses. Mais pourquoi ça ne marche pas? Et vous entendez Dieu parler. Et ce n'est pas que vous allez entendre Dieu parler dans la porte là-bas. Non. Vous entendez une voix. Dieu parle dans la paix et dans la tranquillité. Dieu ne débat pas avec quelqu'un. Il te donne la réponse et ça s'arrête là. Si tu n'as pas compris, il répondra autant de fois, mais la même phrase. Dieu n'est pas dans l'insistance. Non. Quand il te dit quitte, c'est quitte. Il ne dira pas quitte parce qu'il y aura des démons. Non, quitte, c'est tout. Et l'avantage avec Dieu, il te dit une chose, il te donnera la réponse de cette chose plus tard. Il te demande de quitter, mais pourquoi il faut que je quitte? Quitte seulement. Et c'est quand tu quittes, quand tu obéis. Voilà pourquoi l'obéissance est plus importante que le sacrifice. Quand tu obéis, tu commences à faire le premier pas, le deuxième pas. Dieu voit l'élan de l'obéissance. Il te donne les raisons pour lesquelles il fallait que tu quittes. Et tu commences à glorifier Dieu. Mais déjà, tu es parti de là. Ceux qui attendent les signes avant d'obéir, les signes arrivent, mais ils ne peuvent plus obéir. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'étais là, en train de pleurer parfois. Je dis, mais Seigneur, comment ça se passe? Regarde ce qui se passe. Regarde, regarde. Et tu expliques à Dieu. Et tu vois une autre image en te disant, tu ne changeras pas ça. Tu n'as pas à le suivre, tu n'as pas à suivre ces gens. Reste focus. Mais reste focus, mais tu vois quand même. Il dit, oui, je vois ce que tu ne vois pas et ce que eux ne voient pas. Fonce. Et quand tu fais confiance à cette voix qui te parle à l'intérieur, parce que Dieu ne parle jamais à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur, tu avances, tu te rends compte que Dieu n'a jamais tort. Et ceux qui écoutent Dieu n'ont jamais tort. Et ils ne échouent jamais. Même lorsque l'humanité pense qu'ils sont en train d'échouer, Dieu sait qu'il est en train de réussir. Parce que parfois la réussite avec Dieu peut ressembler à l'échec au point de vue des hommes. Mais Dieu sait que ça marche toujours. Et Dieu sait que ça marche. Et si vous n'arrivez pas à développer cette capacité-là, ça va être très compliqué. Parce que pour vous ici, Samson a échoué, j'entends dans plusieurs prédications. Samson a échoué, mais Samson n'a pas échoué. Il faut juste bien voir les choses, il n'a pas échoué. Il a commis des erreurs, oui, mais il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Donc en réalité, le problème, c'est ici, il faut comprendre, avoir le lien que vous avez avec vous-même. Parler avec vous-même. Tu comprends, Paul? Avec toi-même. La nuit, tu te réveilles. À minuit. Moi, je prie généralement à 3 heures. Même quand je ne peux pas prier, ça arrive des moments où tu ne sais plus prier. Mais lève-toi. Prie. Brave le principe de ton corps. Tu as sommeil, tu veux continuer à dormir, mais tu restes éveillé. Et tu continues à dire des choses. Même lorsque tu dis, il y a des choses quand tu parles, quand tu pries, tu es tellement, tu as sommeil, tu racontes des histoires qui ne sont pas vraies. Tu sais plus ce que tu racontes en réalité. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton corps est soumis à un principe. Parce que Dieu, c'est aussi le Dieu de principe. Et quand tu respectes ça, ça marche. Ça va. Parle-toi toi-même, la nuit, le matin, parle-toi toi-même.
C'est important. Évalue-toi. Il ne faut pas être, comment on appelle? Ne te flatte pas. Parce que le degré le plus grave, c'est de te flatter. Ne te flatte pas. Si tu sais que tu n'as pas encore vaincu la prostitution, tu n'as pas encore vaincu la masturbation, tu n'as pas encore vaincu, même si pour la masturbation, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais si tu n'as pas encore vaincu tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, ne te considère pas comme celui qui a déjà vaincu ces choses-là. Non. Considère-toi comme celui qui se bat encore avec ces choses-là. Et présente-toi tous les jours devant Dieu avec ce fardeau-là. Il y aura un jour, toi, tu te lèveras et ces fardeaux resteront. Vous, le problème, vous arrivez devant Dieu, vous laissez vos problèmes dehors. Parce que vous voulez que Dieu vous voie saint. Dieu n'est pas intimidé par votre sainteté. C'est lui le plus saint. Il n'est pas intimidé par votre sainteté. C'est lui qui vous rend saint. Venez à lui tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec ton impudicité, avec ton vol, avec ton mensonge, avec ta jalousie, avec ta méchanceté. Viens et fais le tour souvent, souvent devant lui. Il y aura un jour où toi tu vas t'élever et ces problèmes-là vont rester là et tu sortiras bien. C'est ce qu'on dit, venez devant sa face tel que vous êtes. Et c'est important. Alors, la suite des commandements. On dit, tu ne rabaisseras pas ta femme devant d'autres femmes que tu poursuis, car c'est de l'immaturité. Ça, c'est le premier commandement que l'on doit dire aujourd'hui. Que des hommes qui font la cour à des femmes en utilisant la faiblesse de leur femme à la maison. Je ne comprends pas ça. Vous n'êtes peut-être pas encore marié, mais vous le serez demain. Ne commettez jamais cette erreur. Ne commettez jamais cette erreur que de minimiser la femme que tu as à la maison parce que tu dois plaire à une petite fille à l'extérieur ou à une femme à l'extérieur. Ne dites jamais le mal de vos femmes à la maison. Parce que vos femmes à la maison représentent le socle de ce que vous êtes en réalité, spirituellement et physiquement. Mais maintenant, si vous, au lieu de pour avoir une femme à l'extérieur, vous commencez à non, ma femme, vraiment, c'est une femme sale. Ma femme, vraiment, elle ne sait pas faire ceci. Ma femme, elle ne sait pas faire cela. Même la femme qui vous écoute à l'extérieur, si elle est sage, si elle est mature, elle saura que je suis en face d'un gamin. Je suis en face d'un gamin. Parce que pourquoi vous restez dans le problème? Si vous pensez que vos mariages sont en feu, quittez-le. Parce qu'une femme sérieuse ne voudra pas être une béquille d'un homme marié. Une femme sérieuse ne voudra pas être la béquille d'un homme marié. Un homme doit assumer ses fautes. Il doit assumer son choix. Par contre, si vous allez aborder une femme à l'extérieur, normalement, comme un homme aborde une femme, sans parler de votre femme à la maison, ça va encore. Vous vous assumez. Ma femme ne s'est pas préparée. Ma femme ne fait pas ceci. Ma femme, elle est vraiment mauvaise. Ma femme, elle est là. Ma femme, il y en a même qui font pire. Nous sommes en instance de divorce. Nous allons divorcer dans peu de temps. Notre vie, ce n'est plus... Quelque temps après, sa femme est enceinte. C'est le Saint-Esprit? Non. Dites-nous, quelque temps après, la femme est enceinte. Et pas qu'une seule fois, 2 fois, 3 fois. Mais c'est quoi? C'est quand vous avez des problèmes de divorce que la fertilité est plus forte. Le problème, c'est que les femmes aussi doivent comprendre que les hommes mariés ne doivent pas continuellement jouer avec elles. Si un homme marié vient te voir en insultant sa femme, boyaye. Simple, boyaye. Mobali o aye kolinga yo, ako fingaka mwasi na ye, boya mobali wana aza mwana muke, aza maele mingite. Parce que akoboya mwasi na ye wana te, pona kote sa wana ndaku na ye. C'est pourquoi quand tu dis à un homme comme ça, ok, finis d'abord tes problèmes de couple, quand tu vas finir ça convenablement, tu viens me voir, il ne viendra plus. Parce que le problème de couple n'existe pas. Enfin, disons, ça existe, mais dans ces cas-là, ça n'existe pas. Mais si c'est un homme qui vient te voir calmement, dans toute sérénité, il vient te voir, il dit, ben, écoute, moi je t'aime. Mais on a marié, oui, mais je t'aime. Fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, mais moi je t'aime. Est-ce que je suis en train d'encourager ça? Non. Mais je vous dis que je préfère encore des hommes mariés qui s'assument que des hommes mariés qui ne s'assument pas, qui accusent les femmes, parce que ça déshonore ta femme. Et ce qui se passe, c'est quand même compliqué. Je vois des hommes mariés qui permettent que Bassi Namanwa Libanda, Babenga Bassi Namanwa Ndaku, pour nous faire. Mais comment vous. Bon, mais putain.
Je vais d'abord essuyer mon visage parce que il y a des choses, quand tu entends, tu dis, mais comment vous en arrivez là? Comment vous en arrivez là? Moi, je ne le dis pas parce que non, ceux qui me sentent, tous ceux qui non. Mais même dans des cas pareils, ça ne se passera jamais. Tu ne prendras jamais ton téléphone pour insulter. D'abord, même dans les discussions les plus simples, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Parce qu'un homme véritable, un vrai homme, protège ta femme. Tu dois protéger ta femme. Tes bêtises de l'extérieur ne peuvent pas entrer dans ta maison. On va voir ça avec vous quand on aura la leçon de le feu dans la maison. Nous amenons le feu nous-mêmes à la maison. Nous les hommes, parfois, nous amenons le feu à la maison nous-mêmes. Et bien, si on a et c'est la cas intercelle, parce que la femme a la capacité de multiplier par 10 ou par 100 ce que toi tu fais. Une femme, quand tu amènes la bêtise, elle va t'apprendre comment on a composé la bêtise. Ça se passe comment la bêtise. Et tu ne comprendras pas. Parce qu'avec une femme, quand tu allumes le feu, rassure-toi, tu ne l'éteindras pas. C'est elle-même qui éteindra, qui voudra éteindre le feu. Vous avez déjà vu une femme fuir la maison parce que qui m'y est. Vous avez déjà vu ça? Non. Les femmes, qui m'a ce qui, brutalité zali qui m'a pas battre dans autres. Mais moi ça qui m'a rendu côté pour la qui m'exate. Mais combien d'hommes fuient la maison pour maquiller agobetoté. Elles ont une capacité, mais elles peuvent te pourrir la vie. Alors le gars, elle n'a rien dit hein. Elle peut passer la chef toi-même. Imagine qu'une femme te dise, ben, écoute chérie, on doit parler. Mais c'est fini. C'est fini. Toi, à 8 h, on a besoin qu'on doit parler. Comme à 18 h. On doit parler de quoi exactement? Et qu'est-ce que moi j'ai fait encore? Et quand un homme dit à la femme, je veux te parler, la femme se dit, mais qu'est-ce qu'il a encore fait? La femme ne dit pas, qu'est-ce que moi j'ai fait? Il a encore fait quoi? Oh, il y a quoi? Et si vous ne comprenez pas ces choses-là, mes frères, vous allez mourir. Les femmes, on ne blague pas avec elles. On ne joue pas avec elles. Non, tout ce que tu fais chez elle, elle peut te le multiplier par 10 ou par 100. Imagine que toi, tu donnes juste le sperme, mais elle te donne un enfant 4 kilos de sang. T'as vu, hein? T'as vu ce que c'est? Bah, tu donnes 10 francs, elles peuvent te le tourner et comme 1000. Bien évidemment, il y a des mauvaises femmes aussi, oui, mais naturellement, la femme, c'est comme ça. Alors quand tu commences à vouloir jouer avec elle, au monde se à mon amouké, et ainsi de suite, le jour où elle dit bon, et comme il se tourne, même Satan et les diables, vandi, bazu, papier, nyokom. Mais oh, ma somme fallait bien en 2027, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, j'ai un respect profond pour les femmes et donc j'essaie de ne pas m'amuser. J'essaie de ne pas m'amuser. Parce que dans la plupart des cas, elles savent qu'on ment. Les femmes savent que les hommes mentent, elles savent. Mais elles ne veulent juste pas te contrarier, elles savent. Si elle veut t'attraper, elle t'attrapera. Si non, on a tamouké. Mais elles ne veulent juste pas aller jusque-là. Et quand elles ne veulent pas aller jusque-là, vous les hommes, vous pensez que danger, ça veut dire que tu vas maître, tu vas élève dans l'école Moroboué. Est-ce que y a 600 déjà? Donc tu ne feras pas ça. Vous ne ferez pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Deuxième commandement. Commandement suivant. Tu ne publieras pas de vidéos ou de photos intimes de ton partenaire après une séparation. Ces choses sont plus ou moins simples, mais ça dénote aussi de qui nous sommes en réalité au fond de nous. Vous avez été ensemble. Moi, je me pose toujours la question. Tu as été ensemble avec quelqu'un. Vous avez partagé des bons moments. Vous avez qui bien. Il t'a envoyé ces photos et ces vidéos dans les cadres de vos sentiments. Dans les cadres de votre amour, de votre relation. À partir de quel moment vous avez un problème et tu te permets de publier ces photos-là? À un moment donné, il faut grandir, il faut grandir. C'est de l'immaturité la plus extrême. Parce que la femme qui t'envoie de nudes ou la femme qui t'envoie de photos, tu n'as pas l'idée de combien d'hommes demandent de la banque, mais il n'y aura pas raté. Parce que nous, dans notre l'homme, malheureusement, l'homme a tendance à croire qu'une femme qui vient vers elle, ça dit elle va vers tous les hommes comme ça. Non. Il y a des femmes qui ne sont faibles que pour toi, pas pour tout le monde. Que pour toi, parce qu'à un moment donné, elle t'aime, elle s'ouvre, c'est toi qu'elle aime.
devant yo, principe eza penzate. Mais tout le monde bundaka pour que bazota lisolo na yekaka. Mais toi tu prends ces vidéos là, tu les publies. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oh non, parce qu'elle m'a trahi. Non, mais qu'est-ce qu'elle t'a trahi? Une relation a un début et puis une fin. Vous vous êtes aimés, vous allez certainement vous séparer. Et d'ailleurs, la plupart des cas, c'est que dans 85%, les premières relations ne sont pas les dernières. Dans 85% des cas, ou dans 95% des cas même, les études ont prouvé que les premières relations ne sont pas les dernières. C'est des exceptions que l'on a quand c'est... Voilà. Donc ça veut dire qu'une relation, quand elle commence, elle peut aussi s'arrêter. Et vous devez le mettre dans l'esprit. N'oubliez pas que toutes les relations ne conduisent pas au mariage. Non. Certaines relations sont des relations écoles. C'est des relations qui vont t'enseigner, qui vont te forger, qui vont t'aider à comprendre et à comprendre la vie, à ne pas baisser la garde. J'aime cet adage qui dit, la personne qui t'a beaucoup aimé dans la vie t'apprendra à... La personne que tu... Non, c'est la personne que tu as beaucoup aimé dans la vie t'apprendra à ne plus jamais aimer de cette façon-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que la vie, c'est comme ça. Mais vous n'allez pas utiliser les éléments envoyés en temps de paix pendant que vous êtes en guerre. C'est de l'immaturité. La capacité de votre vie, disons, de votre maturité, s'élève aussi au niveau de dire, on choisit les armes. Que l'arme que j'utilise contre tel. Non. C'est de l'enfantillage. Et je le vois souvent, les grands messieurs, il a 40 ans, il a 50 ans, mais il publie une fille. Mais c'est quoi cette histoire? Et c'est parce que dans ce pays, on n'a pas encore atteint le niveau de la répression de ces actes-là. Il a été prouvé que toutes les personnes qui se retrouvent dans les sextapes, dans les scandales de sextapes, dans les scandales de tout ça, c'est des victimes. Ça a toujours été une vidéo, une photo que quelqu'un d'autre a publiée. Pas que toi tu as publié, mais quelqu'un d'autre. Et en principe, on devrait sanctionner les diffuseurs. Celui qui a publié la photo devrait être véritablement sanctionné. Ces bêtises-là, en France, ça ne se passe pas pourquoi. Ou aux États-Unis, ça ne se passe pas pourquoi. Ou pas de cette façon-là, avec cette propension, pourquoi. La sanction, elle est grave, elle est sévère. Elle est exemplaire. Je peux t'envoyer mes photos ou mes vidéos, mais tu n'as pas le temps de les publier. Le jour où tu le publies, je te fais arrêter, quoi. Mais chez nous, non. Chez nous, c'est la personne qui est dans la vidéo qu'on arrête. C'est la personne qui est dans la vidéo qui perd son travail. C'est la personne qui est dans la vidéo... Non, non. La personne qui est dans la vidéo est, comme on appelle, victime de l'acharnement, victime voilà, du chantage. C'est pourquoi je voudrais dire à ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui dans les sextapes et ainsi de suite, ne vous tuez pas. Ne vous donnez pas la mort pour ça. Réveillez-vous, continuez, levez-vous et avancez votre vie. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Du moment où tu penses faire des vidéos, sache qu'un jour, ça peut arriver. Donc si tu ne veux pas que tes vidéos se retrouvent un jour à la portée de tout le monde, ne le fais pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon pour que tes vidéos ne se retrouvent pas entre les mains des gens, c'est de ne pas le faire. Mais il y a des gens qui prennent des vidéos, vous êtes dans votre moment d'intimité, il profite, il allume sa caméra, il te prend une vidéo comme ça, par surprise. Mais des gens comme ça, c'est quand même voilà, dégradant, quoi. Parce que là, tu n'as pas de barrière. On va dire, l'abstinence, c'est bien bon, mais ça peut arriver à tout le monde. Alors ne vous tuez pas pour ça. Levez-vous, continuez votre vie. C'est vrai, au Congo, l'information dure 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tout au plus une semaine, ça va passer, quelqu'un d'autre va commettre la bêtise et il va te remplacer. Toi, tu vas partir un peu. C'est comme ça, nous sommes dans une alternance. Voilà, donc, sur les bébés lieux, Zara calme. Au soufflet. Ouf. Il n'y a qu'une seule personne dans le Congo, où il fait 3 mois, je ne citerai pas son nom. Il y a peut-être Yombo, mais c'était lui. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle, lui, mais à un moment donné, on se disait, mais vous voyez, il n'y avait que lui. Mais à part lui, tout le monde, regardez vous-même, le temps de la propagation de la rumeur au Congo ou d'un scandale, tout au plus 3 jours. Ce qui est belé 4 jours. D'accord? 4 jours ou 5 jours. Et puis c'est fini.
quelqu'un d'autre va tomber sur une affaire, il y a un jeu, il y a un côté, il n'y a pas ça, il y a un mandat. Mais ça là, 3 mois. Mais le problème, c'est que quand ça t'arrive, tu as l'impression que le monde tourne, que le soleil est jaune, et c'est très compliqué. Et là, ce qui me fait rire, c'est, tu vois les regards des gens. Il va écouter tous les conseils du monde. Et là, même ceux... C'est pas possible. C'est ça que nous, je dis que les gens sont méchants. Même ceux qui font la pire des bêtises que toi, ils commencent à te donner des leçons. Bon, c'est... Oh oh, mais c'est pas possible. On est dans une société où, tant qu'on t'a pas arrêté, tu es sain. Tu peux donner des conseils aux gens. Tant qu'on t'a pas arrêté... Mais c'est pas bien. Il faut juste savoir que tu ne publies pas les photos des gens et ce n'est pas bien. Le commandement suivant. Voilà. Tu ne coucheras pas avec la fille de ta femme. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Ma femme a un enfant. Je l'épouse. Je l'amène chez moi à la maison. Nous vivons ensemble. Et cet enfant-là vit avec nous. Et je commence à arrêter de regarder cet enfant-là comme mon enfant. Je commence à regarder cet enfant comme une femme. Mais ça, c'est une anomalie. J'ai envie de dire comme les jeunes français disent, mais non, c'est une dinguerie, quoi. Parce que moi, je ne peux pas... Non, mais je ne peux pas comprendre. Écoutez, l'enfant de votre femme, même s'il a eu avec un mbanda, tu ne corrigeras pas la faute de ce mbanda-là par cette fille-là. Je l'entends souvent. Moi, ils ont 2 corps. C'est 2 personnes distinctes. C'est ça le malheur que nous avons en voulant faire du mal aux autres par d'autres personnes, à travers d'autres personnes. Non. Si tu as un problème avec le père de cet enfant-là, va le rencontrer comme un homme. Mais tu ne vas pas torturer un enfant de quelqu'un pour faire du mal à son père. C'est une bassesse, mais énorme. L'enfant de ta femme, peu importe ses rondeurs, peu importe sa poitrine, peu importe le dessin de son corps, c'est ton enfant. Tu ne peux pas mettre la main sur lui ou sur elle. Quels que soient les cas. Le problème, c'est la programmation de la tête, de ton esprit. Lorsque tu as programmé dans ton esprit une bêtise, la bêtise va s'accomplir. Mais lorsque tu n'as pas programmé ça, mon frère, tu peux nager avec l'enfant de ta femme dans une même piscine et aucune histoire ne va se passer parce que tu n'es pas prédestiné. Tu n'as pas arrangé ça, préparé ça. Tu ne peux pas. C'est ton enfant. Tu ne peux pas commencer à faire des pièges, comme j'entends souvent. Tu sais que vous n'avez pas de douche ou vous n'avez pas des infrastructures plus ou moins aisées. Mais attends, arrange-toi pour ne pas rencontrer la jeune dame dans ces conditions. Vous avez une petite maison, elle dort au salon. Mais toi, tu veux te réveiller à 4 h du matin. Tu veux faire quoi? Quelles sont tes intentions? Parce que quand on est dans ces conditions, on ne va pas dire, non, 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 tu fais tout dans ta chambre. Tu t'arranges dans ta chambre. Et quand tu te lèves, c'est pour partir. Parce que si c'était ta propre fille qui dormait au salon là-bas, tu n'allais pas poser la question de je vais m'habiller où? Tu peux t'habiller partout. Tu ne feras pas de choses comme ça à ta fille. C'est dans la tête que ça se comprend. C'est là que ça passe. Avoir de la discipline, c'est de ne pas faire ce que l'on peut faire pour une raison X. Je ne peux pas à cause de mes principes. Mes principes ne peuvent pas accepter cela. La sœur de la femme, on l'avait déjà dit. Moi, je vous ai dit que j'ai une belle sœur, mais ouf, elle est belle. Elle est intelligente, elle est vraiment belle, elle est exactement comme ma femme. Mais Dieu seul connaît mon cœur. Je n'ai jamais imaginé une seule seconde une idée noire dans ma tête. Jamais. Moi, je viens d'une famille où on reste torse nu depuis le bas âge. Je vous ai parlé de ça ici. Donc, on reste torse nu, depuis le bas âge. Je me rappelle encore un ami qui lui était quelqu'un du message. Alors, vous savez, avec les gens du message, ils sont très rigoureux et ainsi de suite. Alors, il vient me voir torse nu chez moi à la maison à l'époque, j'étais jeune, plus jeune encore. Il dit, mais
Mais Christian, mon morceau, là, t'es là-bas. Il dit, pas nous. Là, t'as. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Naza bien, on peut payer tout ça. Mais non. Mais ne connaît pas si bazar. Oh, où est le problème? On n'a pas fini de parler, mon petit frère, celui qui est juste après moi, en fait, le petit qui vient après moi, Guigui. Il sort torse nu. Il dit, il n'a pas fini de parler, le petit Kelly, il était encore tout petit, je crois qu'il avait 5 ans, 6 ans. Il sort torse nu aussi. Il dit, mais Christian, Ozali Kambou, mon grand frère Thierry est sorti torse nu aussi. Mais Ozali Kambou, t'es par hasard. Non, c'est pas fini. Fin de compte, c'est mon père qui sort, lui-même torse nu. Il dit, mais je dis, tu vois, ça vient de là. Nous, on est habitués comme ça n'a pas de gêne. Je ne suis pas gêné, je suis éduqué comme ça. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que chaque famille a ses habitudes. Nous, on a grandi dans ces conditions-là. Donc, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Et quand j'ai grandi, je me suis marié, j'avais ces mêmes habitudes de rester torse nu. Alors, quand tu as épousé une Mukongo, c'est une affaire. Donc, mais fais pas grave. Je dis, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais pour te mettre à l'aise, hein, je veux me conditionner. Donc du coup, parce qu'il est arrivé des moments où je suis torse nu, mais Christelle, elle a dit sur ma table 3 polos pour là. Là, tu vois un peu. Donc c'est pas vraiment mon truc, mais bon, je le fais pour elle. Et c'est comme ça aussi. Et ce sont des disciplines que l'on a, parce que nous ne voulons pas scandaliser les autres. Mais comment tu vas regarder la fille de ta femme différemment? Comment tu vas acheter des sous-vêtements à la fille de ta femme? D'abord, comment tu as vu sa taille? Comment tu t'es imaginé ça? Vous voyez comment vous vous mettez dans les pétrins vous-même? Oh non, mais dans mon équipe de sous-vêtements, non mais attendez. Ces choses-là, laisse à la maman. Il y a des choses, d'inviter comment les gens, quoi. Tu ne peux pas acheter les sous-vêtements à la fille de ta femme. Parce que ça suppose que tu as vu ou tu as imaginé sa taille. Et que la malchance pour toi, c'est que si c'est vraiment à sa taille, elle est caillée à ta, ou est-ce la personne qui est? On peut comprendre que c'est l'intérêt d'un père, mais Koki Pena juste. Ça veut dire que toi, tu l'as regardé dans 3D. Au Tali Pena, aller-retour, circonférence, non, mais écoutez, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Évitez ça. D'accord? Évitez. Et ça commence toujours par des petites choses. La voir danser, ça commence toujours par là. Un autre regard. Vous savez, un jour, David est au sommet de sa maison et tout, et il voit une jeune dame se laver. Si David avait vu, la première fois quand David a vu, c'était pas un péché, hein. C'était normal. Bah, elle est qui? Mais le mal a commencé quand il a regardé à nouveau. Le deuxième regard, c'est ça le regard interpellateur. C'est ça le piège. C'est là où la sollicitation commence. C'est là où tu commences à voir différemment des choses que tu n'as pas vues au premier regard. C'est là que ça commence. C'est pourquoi il faut que vous puissiez vous interdire le second regard. Le premier regard, c'est comme ça au hasard. Le deuxième, c'est la recherche de la précision. C'est là où c'est ce qu'on appelle la contemplation. Ça commence par là. Et la contemplation, le sens opposé de ça, c'est la sollicitation du mal. C'est là que tu commences à voir le trait de son corps. Tu commences à voir qu'elle a des poils. Tu commences à voir qu'elle a quand même... Oh, mais cette fille, elle est quand même... Et c'est là commence comme ça. Alors la fille de ta femme, évite. Évite. Elle va se laver. Tu attends qu'elle sorte de la douche avec une serviette qui touche le corps, qui dit absorber un peu de l'eau derrière son dos, et ça dessine, et toi tu es en train de regarder. Tu penses que tu es un robot? Ou tu penses que tu es une machine? Tu vas succomber et tu vas créer un scandale. Ne le faites pas. Évitez-vous des rapprochements inutiles. Évitez-vous ces rapprochements-là. Ce n'est pas important et ce n'est pas bien. Évitez-vous des conversations idiotes. Des conversations genre, mais tu as grandi. Est-ce que tu as des copains? Pourquoi? Est-ce qu'on t'a fait la cour aussi? Les hommes te disent quoi? Tu veux devenir un moralisateur de cette jeune dame-là? Non, elle est encore jeune. Elle a besoin de découvrir beaucoup de choses. Et ce n'est pas toi de lui faire découvrir ces choses-là. Laisse que sa maman le fasse. Il faut éviter, soupçon il faut éviter. Il faut éviter. Très bien. Le suivant. Tu ne coucheras pas avec l'ami de ton mari
de ton petit ami, car cela peut engendrer des conflits. Ça, c'est pour les femmes. Les femmes, surtout les femmes, quand l'ami de son ami, l'ami de son petit ami ou l'ami de son mari est beau, où il a un peu de moyens, où il a un peu d'argent, la femme commence à montrer certaines faiblesses et tout ça. C'est très dangereux, quoi. C'est très dangereux. Ça crée des vrais problèmes, ça crée des vraies tensions. Une vraie femme n'est pas l'amie des amis de son époux. Non. La femme qui se respecte, c'est mettre des limites. D'abord, une femme qui se respecte n'entretient pas de relation avec les amis de son mari. Non. Non, mais vraiment non. Sauf dans des cas exceptionnels. Ton mari n'est pas rentré de la maison. Il est 23 h, tu t'inquiètes. Tu peux appeler son ami pour savoir mon mari est où. Mais point barre. Ce n'est pas comment tu vas, je voulais juste te saluer. Non, ce n'est pas ton ami. C'est l'ami de ton époux. Il n'y a pas de relation comme ça. Et vous, cher mari, cher époux, chers camarades, ne permettez pas que vos amis contactent vos femmes sans vous. Ne le permettez pas. Comment un ami peut venir rendre visite à ta femme sans t'en parler? Tiens, Mwasi Nabiso, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Mwasi Nabiso. C'est ma femme et toi tu es mon ami. Point. Il ne faut pas accepter des compliments bêtes. Ton ami ne peut pas apprécier les derrières de ta femme. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Peu importe votre amitié, il faut qu'il y ait des limites. Ta femme, c'est ton intimité. Ton ami, c'est l'autre côté de l'intimité. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Les deux oreilles ne s'entendent pas, ne se rencontrent pas. Mettez la limite. Il ne peut pas commencer à dire, mais ta femme a des bassins. Ouf. Au Penza. Non, non, non. En réalité, c'est que le jeu dans lequel il est placé, il s'est mis. Tu ne le connais pas. Il cultive ça comme ça. Il faut l'arrêter immédiatement. Moi, c'est mon ninga, batala kaina musika, et batosa kaina musika. Comment se fait-il que moi, je suis en train de danser dans une fête avec ma femme, et toi, tu viens, tu prends ma femme pour danser avec elle, et tes mains sont justement dans les courbures gracieuses de ma femme. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, on ne sait pas où ça va nous amener. Et qui va séparer cette histoire? Non, il faut à un moment donné avoir de la personnalité. Il faut avoir une zone qu'on ne touche pas. Une zone dans laquelle on n'entre pas. Quel que soit les degrés de l'amitié. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Comment se fait? Comment c'est? La légèreté, nous, on a des parents. Mais dans mon noté que camarade papa n'a pas aussi, moi c'est papa, non. Aussi mbaté. Aussi mbaté. Ceux qui sont bien, on saint. Ici, aux épaules. On ne peut pas toucher. Non, tu ne peux pas toucher là-bas. Ce n'est pas possible. Je ne permettrai pas. Et vous aussi, ne le faites pas forme des autres. Des autres, non. Comment? J'ai vu même des hommes, des amis, aller boire ensemble. Le mari n'est pas là. Donc, moi, si c'est quoi cette bestialité-là? Et puis ils disent, non, peut-être vous allez à Bongo. Tout ça. Il faut éviter ça. Et pour vous, les jeunes gens, les jeunes garçons, vous avez des copines, d'accord? Si une copine a un meilleur ami garçon, c'est dangereux. Ne l'accepte pas. Il ne faut pas que tu acceptes ça. Ça peut choquer les gens, mais n'accepte pas ça. N'accepte jamais. Sinon, pose-lui la question si sa maman a un ami garçon. Sa maman n'a pas d'amis garçon. Pourquoi elle aura des amis garçons? Pourquoi? Des connaissances, oui. Mais du moment où j'entre dans ta vie, je dois être le seul homme de ta vie. Le seul. Le seul. Et tu n'as pas besoin d'avoir honte pour ça. Ne va pas dire non, on va dire que je ne suis... Non, 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 non. Dans ces histoires-là, il n'y a pas de... Non. Ma femme n'aura pas d'amis garçons. Christelle, elle sait que même si elle dort, elle se réveille, elle sait qu'elle n'aura jamais des amis garçons, jamais. Pas parce que je perds d'eux, je ne peux pas avoir peur d'eux. Ils ne me feront rien du tout. Je ne peux pas avoir peur d'eux. Parce que même s'ils prennent ma femme, ce n'est pas moi qu'ils ont pris. C'est ma femme qu'ils ont pris, ce n'est pas moi. Donc je ne veux pas perdre d'eux. Je ne veux pas perdre d'eux. C'est eux, c'est le choix de ma femme, ce n'est pas moi. Mais tant que je suis là, il n'y aura pas. Non. Mon fils, Christian Philippe, il me dit, papa, l'ami de maman est venu. Qui? Avec eux à la fin ou sans eux? Sans eux, papa.
Ah, Nzambi. Si ma bonne on suit un autre truc, parce qu'il y a des choses comme ça, quand tu en parles, tu penses à... Tu peux appeler maintenant au téléphone. Allez, tu ne trahiras pas la confiance de ceux qui t'ont accordé la leur. Oui, on vit dans un état, on vit dans une société, on vit dans un monde où les gens ne savent pas c'est quoi la confiance. Les gens ne savent pas c'est quoi la confiance. Ce n'est toujours pas par naïveté, ce n'est toujours pas par faiblesse que l'on fait confiance. Parfois, on fait confiance par éducation, tout simplement. Par amour que l'on a pour l'autre, par le respect que l'on a pour l'autre, on te fait confiance. Mais tu ne peux pas trahir la confiance de quelqu'un. C'est difficile de faire confiance aux gens. Alors, ne venez pas détruire cette confiance-là qu'on vous a donnée. Quelqu'un t'a fait confiance, essaie de respecter ça. Ne détruis pas cette confiance-là. Parce que le problème avec la confiance, c'est qu'une fois que tu as déjà trahi, la personne ne pourra plus te faire confiance, malheureusement. Même lorsque tu reviens avec toutes les paroles du monde, avec toutes les explications du monde, mais celui qui a trahi, trahira. Vous comprenez? Quelqu'un disait, on te jugera à la mesure de la confiance qu'on t'a donnée. Si je te fais beaucoup confiance, je veux m'éloigner de toi de la manière la plus grave, quoi. La confiance, c'est aussi la capacité de dire à l'autre, ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne le ferai pas. Mais parce qu'il m'a fait confiance. Moi, je te dis, mon frère, rentre dans ma chambre. Tu viens, tu rentres dans ma chambre, et ainsi de suite. Mais après, je rentre comme ça, je trouve qu'il y a des choses qui étaient dans ma chambre et ça a sauté. Tu as un problème d'argent. Tu dis, il son bon, on appelle son bon. Et comme on c'est là, on son bon. Et comme il a tout le monde, qui tu es, qui tu fréquentes. C'est compliqué. C'est ça, c'est ça ce qu'on dit, détruire la confiance de quelqu'un. Je te fais rentrer chez moi à la maison. Au lieu que tu restes tranquille dans ma maison, tu commences à faire des bêtises. Je t'ai présenté ma femme. Je te dis, vieux, grand frère, c'est ma femme. Et puis j'apprends après, tu cours après ma femme. Tu vois? C'est-à-dire que tu détruis la confiance, même le respect. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que l'absence de la confiance crée, c'est l'irrespect, la déconsidération. Si je n'ai plus confiance en toi, il n'y a plus de considération. Je te dis que je te vois comme un absent. Et c'est là que vous dites, ah, mais tu as trahi ma confiance. C'est-à-dire que tu ne le mérites pas. Tout ce que tu m'as fait, vous comprenez? Et vous allez voir quelqu'un te rendre le bien que tu lui as fait. Toi, tu penses qu'il te rend le bien par le bien. Non, il te rend le bien parce qu'il en a assez. Il veut juste se débarrasser de ce que tu as fait pour lui. Ok, il n'y a pas de problème. Et tu vois, un jour, il te donne le véhicule, tu penses qu'il n'y a pas besoin que c'est lui pour... Non. Il te rend ça pour qu'il soit libre. Pourtant, quand on fait des dons, on ne le fait pas en termes de la quantité, on le fait en termes de la qualité. Quand je te donne une bouteille d'eau, quand tu as soif, ce n'est pas parce que la bouteille d'eau coûte 100 francs, mais c'est le besoin que la bouteille d'eau a résolu en toi. Mais si tu me fais du mal, tu me trahis, tu touches à mon honneur, tu touches à ce que j'ai le plus précieux, le don que tu m'as fait n'est plus le don. Ça commence à être comme une charge pour moi. Et je me battrai pour te le rendre, afin que je me sente libre maintenant et en position d'agir. C'est que les gens ne comprennent pas ce que la confiance, quand vous l'avez détruite, qu'est-ce que ça fait dans le cœur des gens? Ça fait mal quand on a trahi notre confiance. Même toi, à qui j'ai fait confiance? Entre nous, mais tu vois un peu. C'est ce qui dérange les gens. Mais tu dis aux autres, il n'y a pas l'indiscrétion, mais vous n'avez aucune idée. Comment ça fait? Je te dis à toi une chose, je pense que tu es quelqu'un de mature, que tu vas garder ça pour toi, qu'on va être ensemble. Voilà. Mais toi, tu prends la même chose, tu dis aux autres. Tu dis, oh là là, oh là là. Surtout les histoires de messages. Aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens sont dans les vues uniques, dans les éphémères. Mais c'est à cause de l'indiscrétion. C'est justement à cause de l'indiscrétion. Ce que même WhatsApp et les autres ont remarqué que les gens se sont plaints du fait que je t'envoie une vidéo, tu prends la vidéo, tu la transfères à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi on a inventé cette histoire de vue unique. Comme ça, tu ne le regardes que toi-même. Et puis, oh, maintenant, regardez, les hommes qui ne font pas du mal, quand tu lui envoies une vidéo en vue unique, ils disent, ah, on a confiance dans la tête. Mais ce n'est pas sa faute. On vit dans un monde comme ça. Celui qui est venu avant toi avait la même image que toi.
C'était quelqu'un de bien, quelqu'un à qui on pouvait croire. Mais il nous a fait des choses. Il nous a enseigné les Chinois, on a vu ce qu'on ne pouvait pas voir. On a vu des choses qu'il ne fallait pas voir à midi, mais on a vu ça à midi. Pourquoi? Parce qu'on a fait confiance. Est-ce que les gens peuvent encore être discrets? Est-ce que les gens peuvent encore garder un secret entre nous? Regardez comment on fonctionne. Je t'envoie un message, tu prends le message, tu montres à quelqu'un d'autre. Ah, comment les gars, t'as un goût. Tu vois, secret n'a un goût. Mais non, après ça décourage. C'est pourquoi les gens ont des trucs 24 heures. Je suis même convaincu que, regardez, dans 6 mois, on aura des trucs de 2 heures. WhatsApp arrivera à un moment donné, ça sera des messages instantanés. Retenez la date d'aujourd'hui. Il y a déjà des applications qui sont instantanées. WhatsApp arrivera là. Dans les autres mises à jour que WhatsApp fera, ça sera des messages instantanés. Aussitôt lus, aussitôt effacés. Et ça sera à un moment donné où tu essaies de faire la capture, on m'envoie l'accusé de réception. Il a fait une capture. Comme ça se passe avec, on m'a dit, avec Snap ou tout ça. Tu vois un peu? Le problème, c'est parce qu'on vit dans un monde indiscret. Et c'est tout le problème. Autre chose. Ne fais pas de mal à ceux qui ne t'ont rien fait. C'est une source de malédiction. Ne faites pas de mal aux gens qui ne vous ont pas fait du mal. Avant de faire du mal à quelqu'un, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il m'a fait pour qu'en retour que je lui fasse du mal? Vous allez blesser des gens qui ne vous ont pas blessé. Vous allez faire du mal aux innocents. Aux gens qui ne vous ont fait aucun mal. Et vous savez, le scandale, c'est quoi? Généralement, le problème, c'est lorsque nous commençons à faire du mal aux autres, alors que les autres ne nous ont même pas fait du mal. La malédiction commence par là. Il y a des gens, quand ils pleurent, Dieu entend facilement et il agit directement. Et votre vie commence à devenir un problème. Ne faites pas, retenez ça, ne faites pas du mal aux innocents. Ne faites pas du mal à ceux qui ne vous l'ont pas fait. Et pire encore, ne faites pas du mal à ceux qui vous souhaitent le bien. Ça, c'est la pire des malédictions. Ne faites pas du mal à ceux qui vous souhaitent le bien. C'est très important. Évitez cela. Autre chose, il faut qu'on finisse au moins tout ça aujourd'hui, comme ça on est quitte. Ne participe pas à un complot contre quelqu'un que tu ne connais pas. Ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin, vous savez. Qu'est-ce que toi tu as à voir? Pourquoi on va te demander à toi de le faire? Pourquoi? Pourquoi on va te demander à toi de faire ça? Ne fais pas, n'entre pas dans des complots inutiles. Quand ce n'est pas toi, n'entre pas dedans. Ça va? Commandement suivant. On va aller un peu plus vite. Ça, on l'a déjà dit. Autre chose. Préserve-toi du mal afin qu'il ne puisse pas passer par toi. Oui, le mal arrivera. Oui, les problèmes arriveront. Mais faites de votre mieux pour que ce problème-là ne passe pas par vous. Même la Bible le dit, le scandale arrivera, mais malheur par qui le scandale passera. Ne soyez pas le canal par le mal. Le canal du mal, pardon. Oh, balingiba boma Christian, ok. Bossa la mobile mo ngana kota mambonate. Ote yo bengaka na téléphone, aya, biso mo s'occuper na. Non, 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 non. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Nous sommes en train de chercher quelqu'un, alors, Madame Grâce, appelle-le. Ne fais pas ça, madame. Tu entends? Ne fais pas. Dites-leur, faites ça vous-même. Je n'entrerai pas dans ces choses-là. Parce que quand tu participes à l'accomplissement d'un mal, rassure-toi que le mal te reviendra. C'est comme ça. Celui qui sème le vent et récolte la tempête. On passe à autre chose. Voilà. Je voudrais même qu'on pourra s'arrêter même ici, si possible. L'ennemi de ton ami n'est pas forcément ton ennemi. Fais-toi ton propre jugement. Ne soyez pas des amis aveugles. N'entrez pas dans des combats que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. La maturité et la sagesse voudraient que tu comprennes que tu ne peux pas t'engager dans une lutte quand tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. J'entends souvent dire, l'ennemi, hein, on dit quoi? L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Hein? Non, oui, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi, c'est ça? Ou l'ennemi de mon ami, oui, l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Ah non, non, non. Ça, c'est quand vous êtes un homme, voilà.
l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi, n'est pas forcément mon ennemi. Jusqu'à ce qu'il m'implique dans leur bataille, alors en ce moment-là, oui, je me défendrai. Mais je me défendrai toujours pour ma part, pas pour la part de mon ami. Jusqu'à ce que je sache exactement qu'est-ce qui les oppose. Parce que le problème qui vous arrive souvent, c'est que vous entrez dans des guerres inutiles, sans que tu saches les tenants et les aboutissants. Les gens perdent le combat, pas parce que l'adversaire est fort. Parfois, la cause est perdue d'avance. Si ton ami est dans le faux, même si tu l'accompagnes, vous allez périr tous dans le faux à cause, non pas de la force de son adversaire, mais à cause de la nature de la cause. Quelle est la cause? Ton ami est allé violer. Il a violé la sœur de quelqu'un d'autre. Il a engendré une inimitié. Et on veut lui faire du mal. Et toi, tu dis non, c'est l'ennemi de mon ami. David, c'est mon ennemi. Non. Et tu vas te ranger derrière ton ami pour combattre celui-là. Lui, il combat dans la vérité, il combat dans la justice, il combat pour une noble raison. Mais toi, tu es dans quoi? Tant que les deux amis, tant que ces deux personnes-là n'ont pas réglé le problème-là, reste en dehors de ça. Prodigue à ton ami des conseils. Tu ne seras pas l'ami, bien évidemment, bien sûr. Tu ne seras pas l'ami de ce monsieur, de l'ennemi de ton ami. Mais tu n'es pas son ennemi. Ne pas être l'ami de quelqu'un et être son ennemi sont deux choses différentes. Vous comprenez? Je peux ne pas être ton ami, cher Paul. On ne peut pas être ami, mais on n'est pas ennemi pour autant. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle la distance raisonnable. Je resterai distant vis-à-vis de lui parce qu'il est en conflit avec mon ami. Mais je ne serai pas en guerre avec lui parce qu'il est l'ennemi de mon ami. Non. La grandeur voudrait que vous puissiez situer les choses. C'est l'immaturité d'aller d'engager dans des débats inutiles. Où tous les ennemis de mon ami sont mes ennemis. Non, 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 non. Dans la vie, on évolue en faisant quoi? En élargissant son cercle d'amis et non en élargissant les cercles des ennemis. C'est pas bien. Et ça, c'est des valeurs que vous devez garder au fond de vous. Tu veux que je sois ton ami? Parce qu'il y a des moments où nous sommes bien comme ça. Et je dis à Paul, Paul, ce monsieur-là m'a insulté, tu ne parles plus avec lui. Ah non, non, non. Cher Paul, même si moi je te le dis, dis-moi, président ou maître, je comprends que tu n'aimes pas trop bien, tu n'aimes pas trop ces messieurs, mais jusque-là, moi, il ne m'a encore rien fait de mal. Je ne serai pas son ami, certes, mais de là à devenir son ennemi, non, non, non. Non, 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 je ne le ferai pas. Vous comprenez? Et moi, d'ailleurs, je ne peux pas vous demander ça. Et mes amis le savent. Tous mes débats, toutes les attaques que je reçois, je les absorbe seul. Et je ne dis pas aux gens, allez le faire. Non, 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 je ne le ferai pas. C'est vrai, humainement, quand quelqu'un ne m'aime pas, quand quelqu'un me déteste, quand quelqu'un ne me supporte pas, ou il m'insulte tous les jours, je ne serai pas très à l'aise si je vois Paul, par exemple, avec lui. D'accord? Je ne serai pas très à l'aise. Parce que je me dirais, mais Paul sait que le gars m'insulte. Paul sait que le gars ne m'aime pas. Mais pourquoi Paul est avec lui? Pourquoi il a cette proximité? La proximité de Paul peut me déranger. Mais je ne peux pas aller jusqu'à demander à Paul d'être l'ennemi de ce monsieur-là. Parce que si je le fais, Paul, je te manque du respect. Si je le fais, je te manque de respect. Il faut que je te dise des choses clairement. Paul, je ne suis pas très à l'aise que tu sois ami de ce monsieur-là. Oui, président, je comprends, mais je ne suis pas ami, on parle juste. Bon, ok. Mais je ne peux pas t'imposer, te dire non, 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 tu ne parleras plus. Non, c'est des choses qui se font naturellement. Quand je sais que Esaïe et Paul, vous avez des problèmes entre vous, et que je suis très proche d'Esaïe et pas assez proche de vous, tout ce que je vais faire, la sagesse voudrait que je m'éloigne de vous. Le temps pour moi de vérifier qu'est-ce qui ne va pas entre vous. Et celui qui a tort, je viendrai vers lui pour lui dire, non, dans cette histoire, c'est toi qui as tort. Et si tu te fâches en disant, de toute façon, j'ai tort, oui, mais je ne veux pas te voir avec lui, alors je te dirai, mon ami, c'est à toi de voir. Je parle avec le gars, on est bien, on parle normalement. Je ne vois pas pourquoi je ne parlerai plus avec lui parce que vous avez des problèmes. Et il faut être franc avec les amis. L'amitié, c'est aussi la sincérité. L'amitié, ce n'est pas de faire semblant. Depuis que j'ai compris ces choses, mes amis, j'avais 16 ans. Je me rappelle avoir fait une bêtise que je ne ferai jamais de ma vie. Un grand frère m'a mis dans une bêtise comme ça et j'ai pris une décision qu'il ne fallait pas. Je me suis mis dans une histoire avec un ennemi que je ne voulais pas avoir un ennemi. Pour rien, bêtement.
Parce qu'il fallait que je soutienne un grand frère qui, lui, était dans la bêtise. Mais je l'ai appris plus tard. J'avais seulement 16 ans. Depuis ce jour-là, je me suis juré. Jamais de la vie, je prendrai des combats qui ne sont pas le mien. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends une distance. Je te vois faire une bêtise. Mais non, non, je viens vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si je ne le connais pas, ça va encore. Mais on est dans le groupe ici. Je prends un exemple. Paul et Bob ne s'entendent pas. Et Paul me dit, non, président, on est très proches. Tu ne peux pas continuer à parler avec Bob parce qu'il ne m'aime pas. Je vais dire à Paul, mais écoute, c'est toi. Moi, Et vous allez voir que la plupart des bitumba aux Oranango, et ça bitumba na bino mokote parfois. Et ça bitumba tumsus. Parce que le camarade on a tenga brekanga les kanda. Ya li kambunini. Ya li kambunini. Tokoli a place mokote c'est vrai. Tokobi la place mokote c'est vrai. Mais si tu comme ennemi pour bino kozana ennemi, tokopa ça na mbote sur lingi. Et ta libino moko. Et c'est ça ce qu'on peut faire. Donc voilà un peu Paul, on va s'arrêter là. Et on va faire la pub, c'est ça? Il y a la vidéo de l'autre côté. Hein? Ben, l'autre fois, j'avais dit qu'il y avait la vidéo, alors qu'il n'y en avait pas. Cette fois-ci, la vidéo est là. Bon, vous allez suivre la vidéo. Et s'il n'y a pas de vidéo, c'est la faute de Paul et les autres. Suivez la vidéo. Merci beaucoup.
surtout pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, on a dépassé le cap des 500. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous disons aussi merci à notre maître. Merci beaucoup. Pour tous les efforts, pour les enseignements, mais aussi pour tout ce que vous avez mis en place pour l'avancement des travaux. Comme ça a été dit. Alors, nous continuons les travaux. L'adresse a été donnée. Nous sommes sur 14e mairie Poileau. Merci de continuer à nous assister. Vous qui avez la bonne foi de continuer à soutenir l'œuvre, vous pouvez nous appeler. Les numéros sont là. Nous serons toujours disposés à vous écouter et recevoir tout ce que vous pouvez mettre à la disposition de l'école. Alors, nous passons à la deuxième étape qui est celle des questions. Alors, maître, je veux commencer par la question de Madame Mami, que je trouve un peu délicate. Elle dit, j'avais une fille avec un garçon pendant que j'avais 14 ans. Bien après, nous nous sommes séparés, mais le garçon m'avait abandonné. La haine que j'avais, je l'ai contaminée envers ma fille que je n'aimais presque plus. Bien après, je me suis remarié et ma fille, pour se venger envers moi, elle a envoûté mon mari jusqu'à coucher avec elle. Qu'est-ce que je dois faire, maître? Bon, c'est vrai, la situation elle est quand même délicate. C'est la faute à plusieurs proportions, à plusieurs degrés. La haine, généralement, produit le pire de ce que l'on attend. Et le mensonge de la haine, c'est de croire que lorsqu'on pose le mal, ou on fait le mal à celui qui nous a fait du mal, nous n'aurons plus mal. Non, ça ne fera que deux personnes qui ont mal. Parce que quand tu as mal et que tu veux faire du mal à quelqu'un, ça n'enlèvera pas la douleur que tu as. Ça n'effacera pas non plus le mal qu'on t'a fait. Tu vas risquer plutôt de faire encore mal à quelqu'un d'autre, ça va être très compliqué. Et surtout quand on fait du mal aux innocents pour justifier un quelconque truc, je trouve ça dangereux. Et dans les cas de la femme, c'était ça en réalité, si vous regardez. Parce qu'en réalité, c'est son mari qui l'a abandonné, hein, le père de sa fille l'a abandonné, et elle transporte la haine qu'elle a pour son mari, elle transfère ça à la pauvre fille. Et la pauvre fille, c'est vrai, la pauvre, elle ne comprenait pas pourquoi on la haïssait. Pourquoi je suis en train de subir ça? Donc, parce que ton père m'a abandonné. Et ça, c'est la faute de plusieurs femmes. J'ai entendu plusieurs femmes faire ça. Papa Noa Sundara, Atikawa, tout ça, tout ça. Et donc, les enfants payent pour ce que les parents ont fait, pour ce que les pères ont fait. Pourtant, c'est injuste de le faire. Le petit n'est pour rien, ou la petite n'est pour rien. Mais maintenant, lorsque l'enfant grandit avec cette haine-là, c'est une énergie négative. L'enfant voudra un jour sortir cette histoire-là. Elle voudra se venger d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement pour elle, ça tombe sur son mari. Et pour que l'enfant le fasse avec le mari, c'est que le mari a laissé beaucoup de portes. Ça a toujours commencé comme ça. Je ne vois pas, bon, ça peut arriver qu'une fille vienne elle-même déranger le mari. Non, la fille peut commencer à solliciter. Ça peut arriver. Mais si l'homme a une certaine faiblesse, le mal va se faire. Mais si l'homme reste de marbre, il ne bouge pas, il interpelle immédiatement, le mal n'en est pas arrivé. Le mal est arrivé. Donc le problème, ce n'est même pas l'envoûtement. Le problème, ce n'est même pas l'envoûtement. Le problème, c'est simplement là, ils se sont retrouvés dans une spirale de haine. Dans Lingala, on peut dire, ce qui va salir au mabe, kokanisate que ce qui sali mutu mabe, ne mabe basala ki esili. Non, beaucoup makaba tumi balé au besoin de mabe wana. Et ce qui va salir au mabe, ko sala mutu musu su mabe te na place ya mutu sala ki au mabe. Mingi ba maman basala au bon. Mbala boye, ya ini bana. Bana basala ni makambo. Dans la minute, elle, ce qu'elle peut faire, c'est de se remettre en question. Et de se remettre en question, d'évaluer les choix qu'elle a pu faire. Quel type d'homme elle a choisi? Quel type d'homme, un homme qui n'a pas de réserve sur la fille de sa femme. Cher Paul, il faut connaître ça, il faut prendre ça comme une aberration. On n'a pas besoin d'aller gauche et droite, c'est une aberration. Tu ne peux pas coucher avec la fille de ta femme, même si elle se déshabille et c'est elle qui t'appelle. Non. Mais il faut fuir. Il faut fuir. Vous savez, Joseph, pourquoi Joseph a réussi ça? Joseph a évité le contact avec la femme de Potiphar. Joseph n'a pas combattu la femme de Potiphar en étant ami. Joseph n'a pas cherché à maîtriser cette femme-là. Il a fui.
le contact. Il n'a pas voulu être avec cette femme-là. Il n'a pas dit non, je vais la gérer. Non, non, non. Le mal, on le fouille, on le dénonce. Parce que lorsque vous dénoncez un mal, vous videz le mal de toute sa substance. Quand tu vois la fille de ta femme tu la réprimes immédiatement. Et tu appelles sa mère immédiatement. Tu dis, ta fille a des jeux que je n'aime pas. Elle se lave quand je suis en train de sortir. Elle fait tomber la serviette quand je suis là. Je ne veux pas des bêtises pareilles. C'est tout. La maman elle-même va se charger pour arrêter la bêtise là. Mais si toi, tu commences à gérer... Ah, mais là, les problèmes commencent par là. Toi, tu es un homme, tu rentres à la maison, tu vois la fille, la fille de ta femme. Elle t'a vu. Mais elle fait semblant comme si elle ne t'avait pas vu. Elle laisse tomber sa serviette. Dans le couloir, elle te dit, excuse-moi, tu penses que c'est normal? Non, il faut la réprimer immédiatement. Pour qu'elle comprenne que ça, je ne peux plus refaire ça. Même si tu ne vas pas le dire à ta femme, mais au moins sur le champ, elle sait que bêtise est bande de la sauter. Parce que qu'est-ce qui arrive prochainement? Un autre jour, elle va tomber sur toi. Et tu vas dire, non, ça va ma fille, c'est bon, ça va, hein, ne tombe plus comme ça, hein, c'est fini, il ne faut plus tomber comme ça. Un jour, elle ne veut plus tomber, elle va dormir. Donc, il faut éviter ça. Voilà. Il faut éviter. Je prends la question de M. Kabeya qui dit, Maître, merci pour vos enseignements, je vous suis depuis l'Afrique du Sud. J'ai un ami avec qui j'ai étudié, mais qui ne s'intéresse qu'à moi que lorsqu'il a un problème d'argent. Très souvent, quand il m'écrit, il me contacte, c'est parce qu'il est dans les besoins. Quel comportement je dois avoir envers lui? Toi, tu n'es pas une banque quand même. Non, c'est insultant. On ne doit pas se souvenir de toi que lorsqu'on a un problème. Tu n'es pas un quado. Non. Tu n'es pas non plus une station. Non. Il faut que tu comprennes que l'amitié, c'est un cercle d'échange, un cadre d'échange où l'on peut échanger de temps en temps. Parfois, les amis ont juste besoin d'avoir des nouvelles. Comment tu vas? Ça va? Ben, juste pour savoir comment tu vas. Ça s'arrête là. Mais toi, tu ne m'appelles que lorsque tu as des problèmes. Jamais quand tu as des solutions. Que quand tu as des problèmes. Des amis comme ça, ce qu'on appelle des exploiteurs. Ce n'est pas des bonnes personnes. C'est des exploitants. Ils vont t'exploiter et ce n'est pas bien. Des gens comme ça, il faut mettre une distance avec eux. Même quand tu as, tu dis, je n'en ai pas pour l'instant. Tu commences d'abord par diminuer la fréquence des bilokwana. Tu es quelqu'un de bien. Tu as un bon cœur, c'est vrai. Mais même la mangue ne donne que lorsqu'elle est bien arrosée, quand elle est bien entretenue, c'est à ce moment-là que l'arbre donne le fruit. Ne soyez pas naïf. Ne soyez pas naïf. C'est lui qui ne te connaît que quand tu as des problèmes, quand lui a des problèmes, c'est lui qui ne te reconnaît que lorsqu'il a des problèmes, évitez. Et c'est comme ça que tu réussis ta vie, cher Paul. Les relations, il faut les nettoyer, il faut les encadrer. Quand je parle de nettoyer, enlevez les parasites autour de vous. Les parasites sont des gens qui ne vous apportent rien, mais que vous leur apportez tout. Ça, c'est les parasites. Évalue tes amis. Qu'est-ce qu'ils t'ont déjà apporté? Évalue ça. Et puis, les amitiés, ce n'est pas que de l'argent. Non. La présence aussi. Le service aussi. Oui. Moi, j'ai essayé de faire un truc une fois, je ne veux pas le dire maintenant, mais j'ai testé mon entourage. Mais les gars ne savaient pas, j'ai testé mon entourage. Avec un tout petit truc. Je suis qui et de qui. Et avec qui je peux faire quoi. Et ça m'a permis de comprendre certaines personnes et de savoir simplement le dégrader, quoi. On dit, oh, on a général, comme capitaine, on a lieutenant, comme général. C'est ça les amis aussi. Il faut les dégrader quand tu vois qu'ils ont plus de fonctions alors qu'ils ne foutent absolument rien. Non, on a général à Pamba, qui est capitaine. Il y en a même des gens que j'ai virés de l'armée. Et puis tu apprends à commis rebelle. Tu apprends à commis rebelle. Tu comprends? Non, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est une question de vie ou de mort. Oui. Tu as des mauvaises personnes autour de toi, ils t'entraînent dans la chute. Tu as des bonnes personnes autour de toi, ils t'entraînent vers le haut. Mais une chose est vraie. Il n'y a qu'une seule personne qui ne te fera pas du mal et qui ne te trahira pas, c'est toi-même. Et quand tu es seul, tu es bien. Toi, tu vois comment je fonctionne. Moi, je peux rester à la maison, chez moi, seul, du matin au soir. Du soir au lendemain.
Pas seulement dans ma maison, dans ma chambre. Je me sens bien en étant seul. Parce que là, mais quand tu es avec des amis, vaut mieux ne pas. Donc, il faut éliminer les parasites, éliminer les hommes et les femmes qui n'ont rien à voir avec vous. C'est important. Mais vous aussi ne soyez pas ces personnes-là, la même chose. Oui, envers les autres. Oui. Parce qu'entre nous aussi, il y a des gens qui n'ont que des choses à demander aux amis. Et vous n'avez rien à donner. Il faut donner des choses. Si tu ne peux pas donner de l'argent, donne de l'attention. Si tu ne peux pas donner de l'attention, donne au moins des conseils. Si tu ne peux pas donner des conseils, donne au moins le service. Voilà. C'est important. Merci beaucoup. Avant que je ne donne la parole à ceux qui ont des questions dans la salle, oui, je vais prendre la troisième question. C'est la question de M. Lick qui nous suit depuis la Suisse. Maître Christian, merci beaucoup pour les enseignements et que Dieu vous bénisse. Ma question c'est de savoir si c'est mauvais de filmer mon épouse pendant que nous sommes en train de faire notre fête. Est-ce que Ezamabe ce qui te se filmait surtout sans son consentement? Non, déjà, ça, le consentement ne le fait pas. Tout ce qui est fait sans le consentement de l'autre est mauvais. Mais c'est son épouse. Oui, c'est ton épouse, oui, mais ton épouse a son oui, a son non, a le droit de dire je veux ou je ne veux pas. Cher Paul, quand on parlera de la compatibilité dans le couple, on en parlera, c'est très important. J'ai vu que beaucoup de couples ont de sérieux problèmes aujourd'hui parce qu'ils ne partagent pas les mêmes fantasmes et qu'ils n'ont pas la même appréhension de la vie. Okay. Et lorsqu'un couple ne partage pas le même degré de sexualité, ça crée toujours des problèmes. Je vous avais dit, les hommes et les femmes, on n'est pas pareils. Et nous venons des éducations totalement différentes. Il y a des femmes qui, pour elles, faire l'amour tous les jours, c'est un problème. Vous comprenez? Il y a des femmes, faire l'amour tous les jours, pour elles, c'est un problème. Elles n'aiment pas faire l'amour tous les jours. Pour elles, il y en a des femmes qui veulent prendre rendez-vous. Avant de faire l'amour, il faut que tu lui dises, on va faire l'amour jeudi ou vendredi. Vous êtes déjà lundi. Elle, maintenant, elle se prépare comme un train, un vieux train, pour être en marche seulement le jeudi. Si tu la prends avant ce jour-là, c'est un problème. Elle est frustrée, elle est nerveuse, ou elle ne donne pas le meilleur d'elle. Il y en a des femmes comme ça. Et puis il y a des femmes aussi qui, elles sont comme toi, ou comme moi, ou comme... voilà, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes tous les jours. Du lundi au mardi, du lundi au dimanche, donc prêtes comme nous autres là. Tous les jours tu veux, on est disponible, il n'y a pas de problème. 24 heures sur 24 heures. Mais il y en a d'autres ils fonctionnent seulement le week-end. Il y en a d'autres qui fonctionnent seulement les jours pairs. Il faut comprendre ces choses-là. Alors, quand vous vous rencontrez que vous n'avez pas la même appréhension, c'est déjà un problème. 2, il y a la gestion de folie et la gestion de délire et la gestion de fantasmes. C'est des choses qu'on ne dit pas parce qu'on a peur de le dire, mais c'est très important. Il y a des hommes qui aiment se filmer. Mon cher frère, arrêtons d'être hypocrites. Il y en a qui aiment ça. Et ce n'est pas moi qui vais changer ça. Il aime ça, il aime filmer et puis voir après. Maintenant, tu tombes sur une femme qui n'aime pas la photo comme un léopard. Il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on filme. Il n'aime pas de photo, il n'aime pas qu'on filme. Et surtout si la femme est radicale avec ça. Et que l'homme aussi est radical avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent tous dans les deux extrémités. Qui fera le pas pour l'autre? Qui fera le pas vers l'autre? Et c'est ça que le problème commence par là. C'est pourquoi nous disons que le rôle de la discussion, le rôle du dialogue est très important. Faire comprendre à l'autre ce que tu aimes et faire comprendre à l'autre ce que tu n'aimes pas. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez discuter et vous allez vous-même atténuer. Bon, je peux accepter jusqu'ici, mais ça, je ne peux pas. Moi non plus, je peux tout laisser, mais ici, dans mon Katé. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Le mari va commencer à les filmer ailleurs. Il va commencer à faire... Parce que si tu n'arrives pas à donner le plaisir à ton mari, il va l'avoir ailleurs. Si tu n'arrives pas à donner le plaisir à ta femme, elle peut aller le prendre ailleurs. Alors, pour éviter qu'il y ait une disparité de ces choses-là, la seule chose à faire, c'est de communiquer. Comme dans le cas de monsieur de la Suisse, sincèrement, je ne peux pas lui dire que filmer, c'est mauvais. Non, je ne peux pas lui dire ça. Filmer peut être bien. Mais filmer représente des risques. Et des risques importants. Tu peux filmer, tu peux le conserver, mais tu n'as pas la certitude que ça ne sortira pas. Il y aura un jour où un monsieur, ou une dame, ou ton ordinateur aura un problème, ou ton téléphone aura un problème, tu donneras à un réparateur, et c'est lui-là qui va rentrer, et c'est lui qui va te faire la misère du monde. Tu seras dans l'actualité, alors que tu n'as pas voulu être dans l'actualité. Tu comprends? Donc, c'est des risques à prendre.
Mais est-ce qu'il faut le prendre, pardon, ces risques-là? Tu peux le négliger. Ou vous pouvez le faire et vous vous effacez tout de suite. Bref, ça c'est un arrangement que les deux peuvent faire. Mais filmer sans consentement, alors là, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste, ce n'est pas bien. Et si ta femme est vraiment rigoureuse, elle est vraiment, voilà, elle peut porter plainte et ça peut être dangereux pour toi. Alors, le mieux, c'est de discuter. Dis à ta femme, j'aime ça. J'aime ça, discutons. Trouvons des solutions. Si c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais évitons tout simplement de dire, ah, ça c'est mauvais. Non, non. Évitons de le faire, ça crée des hypocrites. Discutons et puis voilà. Mais on va en parler suffisamment quand on parlera des compatibilités et les restes. Voilà, merci maître pour la parole et surtout pour les enseignements. En tout cas, personnellement, je suis édifié. Merci. Alors, ma question c'est par rapport seulement à ces points-là, que tu ne publieras pas les images de ton partenaire ou de ta copine après séparation. Alors, le fait pour un couple ou une relation de s'échanger des images obscènes, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Alors, qu'est-ce qui est obscène et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que même le côté obscène, là, il faut le voir autrement. Qu'est-ce qui est obscène et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui est obscène, généralement, c'est ce qui est immoral. D'accord? Et qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que ce qui peut être moral, ce qui est moral peut devenir immoral lorsque vous le faites dans un cadre qui n'est pas approprié. Et ce qui est immoral peut devenir moral si vous le faites dans un cadre approprié. Le problème, c'est celui-là. D'accord? Un acte sexuel n'est pas immoral par essence. C'est un acte bien. Mais si vous le faites en dehors de son cadre de prédilection, et aux yeux aussi de tout le monde comme ça peut devenir un acte immoral. Mais l'acte en lui-même n'est pas véritablement immoral, c'est une question seulement de l'entourage, du contexte et bien d'autres choses. Le couple qui s'envoie des photos nues, des nudes, tout ça, ça dépend. Tu vois un peu? Ça dépend de comment vous voyez les choses. Si vous le faites parce que vous voulez le faire vous-même, ben, tout dépend de comment vous faites. Ça peut ne pas être mauvais, ça peut ne pas être bien. Si nous voulons prendre ça dans le cadre religieux, si vous êtes des chrétiens, vous ne pouvez pas vous envoyer des photos nues. Parce que vous êtes des chrétiens, vous êtes supposé ne pas voir vos nullités. Vous êtes supposé garder votre chasteté, votre abstinence, et que ce soit dans la tête et que ce soit dans le physique. Mais dans un cadre normal, si vous n'êtes pas chrétien, que ça ne vous concerne pas, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais les dangers dans ça, c'est que vous pouvez perdre la vidéo, vous pouvez perdre le téléphone, et ça peut se retrouver entre les mains d'autres personnes. Et c'est ça que ça devient dangereux. C'est peut-être pour des côtés sécuritaires que les gens refusent cela, mais dans un cadre, lorsque vous entendez et que vous trouvez qu'il n'y a pas de problème, moi non plus, je ne vois pas de problème. D'accord? Mais maintenant, il ne faut pas l'utiliser maintenant contre l'autre. Pour dire, bon, maintenant j'ai ta photo, si tu ne me donnes pas ceci, si tu ne quittes pas la personne, non, là c'est une autre chose. Là, ça devient de la méchanceté, de l'immaturité aussi, voilà. Ce qui a été fait dans le cadre de l'amour, ne doit pas servir dans un cadre de guerre. C'est ça aussi la maturité. J'ai ces photos, elle ne m'aime plus, elle ne veut plus de moi, mais je ne les diffuse pas. Et d'ailleurs, au besoin, j'écrase tout simplement les photos, j'oublie et ça passe. C'est ça la grandeur d'esprit. Mais quand tu es tenté de publier la photo, ah, là, ça devient autre chose. Merci beaucoup, maître, pour les enseignements. Alors, maître, s'il faudra concevoir ça dans le sens de responsabilité. Il est sans nul doute que la responsabilité pénale, elle est individuelle, mais qu'on essaye d'en concevoir comme étant une responsabilité civile. C'est-à-dire, on n'est pas civilement responsable de faits principalement par nous commis. Mais on peut aller au-delà, être responsable de faits des personnes pour lesquelles nous répondons. Alors, s'il y a certaines personnes qui se liguent en bataille contre une personne pour qui vous répondez ou pour qui vous avez une certaine responsabilité, serait-il humain également de vous engager pour pouvoir contrer toutes ces personnes? Oui, cher Esaïe, vous devez savoir tout simplement que n'entrez pas en guerre tant que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Ça, c'est le premier principe. Tu n'entres en guerre qu'en fonction des informations que tu possèdes. Engage-toi à la mesure des informations que tu as. Que ta manière de lutter corresponde à la qualité ou à la quantité des informations que tu as sur quelque chose. Parce que je connais des gens qui ont été ennemis. Il y a bateau qui est ennemi, il y a bateau nabango. Bateau nabango, mais il y a ennemi pour rien.
Non, ne faites pas d'un problème de l'autre comme si c'était ton propre problème à toi. Non, ça ce n'est pas de l'amour, c'est de la naïveté. D'accord? C'est de l'ignorance, c'est pas de l'amour. L'amitié suppose aussi de connaître les choses. Si je peux résoudre ce problème-là sans effusion de sang, sans bataille, je le fais. Mais si je ne peux pas, ok, je vous observe. Je vous observe. Mais comme tu es mon ami, je prendrai fait cause pour toi. Mais cela ne veut pas dire que je serai contre lui, je serai son ennemi. Non. Dans un côté na yo, dans un ngambu na yo. Mais na ko bundande te na makambo na yo elisinate. Noki ko bagé na ba kuezo ote mais tina niveau que ngabe na ko mosimba bitumba to bunda. Non 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 non. Tu es comme un ennemi na ça je ne le ferai pas. Il faut comprendre que avoir un ennemi c'est une charge énorme. Et je ne vous conseille pas d'avoir des ennemis. C'est extrême. Ça... Oui, quand c'est injuste, c'est ce que je dis, quand tu connais la raison de la bataille, par exemple, ma fille a été tabassée par un monsieur, mais je te règle le portrait, simple. Je te règle le portrait, parce que tu l'as battue, ma fille, tu l'as tapée, tu n'aurais pas dû taper, tu aurais dû venir me voir, mais toi tu l'as fait de toi-même, alors je le fais de moi-même aussi. Mais est-ce que je me venge pour autant? Non, je trouve des mécanismes pour t'arrêter dans ta barbarie. Mais ici, je dis que président, non, non, non. Il faut que je vois, il faut que j'analyse. Même mon enfant, quand tu lui fais du mal, il faut que je sache plus ou moins qu'est-ce que toi tu lui as fait pour qu'il en arrive là. Si mon enfant me dit, ah, ok. Là, je vais agir. Mais non, je vais aller doucement. Je vais aller doucement, je n'irai pas de la même manière, comme s'il n'y avait rien. Le problème, c'est que quand vous connaissez, vous avez l'information, vous agissez différemment. Il faut d'abord avoir l'information avant d'agir. Connaître d'abord avant d'agir. Merci, maître, pour les enseignements. Nous sommes construits, en tout cas, chaque fois que nous nous rencontrons. Merci beaucoup. Merci. Alors ma question, c'est beaucoup plus sur le point où vous avez dit de ne pas participer dans des complots contre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors je voulais plus m'atteler sur deux dimensions. Ma question est de savoir ce que l'on peut faire dans ces deux cas. Vous trouvez par exemple dans une situation où vous êtes utilisé pour un complot, mais vous avez juste été comme un pion. Juste un pion qu'on a utilisé pour atteindre l'objectif. Je donne un exemple. Je suis ici à Congo Buzz et il y a un ami par exemple ici qui doit sortir et rentrer à la maison et quelqu'un m'appelle que je connais et qui me dit carrément Israël, si jamais tel quitté, fais-moi juste signe, j'avais vraiment besoin de le voir. Et boum, quand tu le quittes pour partir, je signale à la personne, non, il venait de quitter donc tu peux facilement les rencontrer et du coup, j'apprends que non, j'avais donné un signe pour qu'on puisse le voir et le tuer. Et après, j'apprends qu'il est mort. Qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là? La deuxième dimension est celle-ci. Effectivement, je connais les complots contre la personne. Cependant, ces personnes-là savent que tu es quelqu'un de valeur, tu ne peux pas faire quelque chose. Alors, ils veulent utiliser par exemple la pression. Ils m'appellent pour me dire que voilà, tu dois nous livrer telle personne à telle heure et telle heure. Et puis tu te dis non, non, je ne peux jamais, alors jamais le faire. Ils te disent, il n'y a pas de problème, mais sache juste une chose, que ta femme est ici. Nous avons quelqu'un qui a ta femme juste ici à côté. Donc si tu ne livres pas la personne avant l'heure que nous t'avons donnée, sache que ta femme ici va perdre sa vie. C'est aussi simple que ça. On n'a pas du tout de problème avec toi. Tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à faire ce que nous te disons. Nous ne te disons pas de tuer la personne. Mais livre-nous juste la personne et tu peux le faire. Tu n'as juste qu'à jouer ta partition et puis voilà, le reste sera fait. Qu'est-ce que l'on fait dans ces deux cas-là? Merci. Bon, c'est vrai que c'est des questions difficiles. La première question, elle est plus simple. La première question, il n'y a pas ta faute. La première question, tu ne connais pas. On a abusé de toi, tu ne connais pas. Ça, ce n'est pas ta faute. On t'a demandé de faire signe et puis normalement, même la manière dont on a présenté la question, tu ne peux pas t'imaginer qu'on va lui faire du mal. Tu vois, tu ne peux pas t'imaginer. Donc là, tu n'as pas tort. Et tu ne peux pas te culpabiliser pour ça. C'est vrai, en tant qu'humain, tu vas dire, oh, j'aurais dû, mais fais pas ton problème. Ça, c'est vraiment pas toi. Mais la deuxième situation, elle est beaucoup plus dangereuse, elle est beaucoup plus compliquée. Le problème ici, c'est que ça relève
d'une... alors, il y a des tactiques que tu peux faire. Je ne sais pas, la théorie ne marchera pas. Ici, il faut te retrouver dans la même situation. Ça veut dire que tu essaies de voir si tu peux balancer la même chose. Si tu peux, comment on appelle ça, rééquilibrer les choses. Tu peux jouer avec le temps, par exemple. Il faut aller à earning, parce qu'il y a une minute, on a tellement un problème. Il faut aller à earning, par exemple. Et pendant ce temps-là, tu sais comment voir. Et tu sais si tu peux appeler la police, tu sais si tu peux appeler quelqu'un d'autre. Mais si tu te retrouves dans une situation où tu ne peux rien faire, alors en ce moment-là, bon, tu balances le monsieur ou tu livres la personne en question et tu vas à la police, tout simplement. Parce que quand tu balances la personne, on la prend et tu dénonces à la police que tu étais sous le coup d'un chantage, parce que selon ta compréhension, si tu donnes la personne, on te livre ta femme, n'est-ce pas? Ça, c'est ton script, il est fait comme ça. Oui, bah, vous livrez ma femme, je vous porte plainte, c'est tout. J'ai la sécurité de l'État et vous êtes dénoncé. Et là, même la justice comprendra que le gars n'était pour rien, j'ai sauvé une vie, ben voilà, en livrant une autre peut-être. C'est peut-être pas bien de le faire, mais n'importe qui de censé va d'abord sauver sa femme. N'importe qui. Mais maintenant, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Porter plainte. Dénoncer au niveau de la police. Et si tu peux même dénoncer à ce moment-là, immédiatement, tu peux toujours le faire. Tu dis, ok, la personne est là, bon, on va dans tel endroit, je vais me rassurer. Il y en a même des gens qui donnent des fausses pistes. La personne est dans tel endroit, l'avenue Kingandi, mais tu sais que ce n'est pas dans l'avenue Kingandi. Et toi, tu appelles pendant ces moments-là, tu appelles la police. D'accord? Et tu laisses la police agir, mais ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Si tu es dans un pays... Voilà, donc c'est compliqué. Merci, maître, qui dit vous bénisse encore. Si tu es dans un pays où la police n'a pas de méga pour intervenir, c'est compliqué. Ok, merci beaucoup, maître, qui dit vous bénisse encore une fois. Qui te bénisse aussi. Maître, en tout cas, au moment où exactement de le bâtiment, et bâtiment, je fais partie. Et ça, bateau, après ça, bateau confiance par leur éducation, en fait. Moi, je ne sais pas blaguer avec mon ami, en fait. To solo ne lika moko boye to yo kan to sa ilo ko mo boye puis entre temps na zana na mai na idée mususu na mutu na so na zana d'accord te directement on va gâteau ça langote ou bien na zana d'accord penate micro et que na zana vraiment d'accord te allume la lumière je te carrément on dit que na zana d'accord te alors na robengango kinyama parce que na se retrouver na situation na taba 2 ou 3 fois. Tu sens que vous vivez dans le moko yo ndenge bosolo laka ça peut ndenge ya salaka te juste à la fin. Ouais. Et bon, en étant élève école de la sagesse na ko changer te na ko mabe mutu moko ya ko sala ba bongo te vraiment. Attitude nous ko conseiller na zanango devant bato bongo parce que nous a choqué plus de 4 fois en fait. La confiance, comme je l'ai dit toujours et avec Paul on a longuement discuté sur la question. Cher Bob, la confiance elle est contextuelle. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un en tout. Non. Ça, la confiance proportionnellement. Nous avons confiance dans mon bon, mais nous avons confiance dans mon bassité. Nous avons confiance dans mon bassi, mais en bon côté. Nous avons confiance dans mon affaire, mais dans mon bon côté. Parce que la confiance, c'est d'abord le mérite d'une, de la transparence. La confiance vient de la transparence. On ne demande pas à quelqu'un de... On ne demande pas fais-moi confiance. Non. C'est ta manière de vivre avec la personne qui va le pousser à te faire confiance. C'est la transparence. Oui, oui. Et il faut avoir une expérience personnelle avec quelqu'un avant de lui faire confiance. La mère de la confiance, c'est la transparence. Tu comprends? C'est la transparence qui engendre la confiance. Mais non, si toi tu fais confiance aveuglement comme ça, parce que quelqu'un a été sérieux avec toi en matière d'argent, tu lui fais même confiance en matière de femmes sans l'avoir expérimenté, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. La confiance, elle est contextuelle. Comme par exemple Paul. Paul, je peux lui faire confiance en matière de femmes. Je sais que c'est un garçon sérieux. Je peux faire confiance à Paul en matière d'argent. Je peux lui faire confiance en cette matière-là. Mais il y a d'autres matières que je n'ai pas encore expérimentées. Paul, je ne peux pas lui faire confiance dans cette matière-là. Pas parce qu'il n'est pas sérieux, non, par défaut d'expérience. Il faut expérimenter quelqu'un avant de lui faire confiance. C'est pourquoi dans d'autres pays, vous trouvez des gens qui sont tellement sérieux. Quand tu lui proposes quelque chose, il te dit non, ça je ne pourrais pas le faire. Il dit mais ah bon, non, non, c'est bon. Par exemple, lorsque vous avez des gens, vous à la réunion, vous voulez déposer l'argent.
Mais vous dites non, 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 tout topé ça Paul, parce que lui il est sérieux. Ah, il dit non, donnez quelqu'un à quelqu'un d'autre, pas moi. Vous comprenez? Parce que là, il est conscient de lui-même. Il sait que j'ai des petits problèmes en matière d'argent. On ne s'est pas encore entendu dans mon bon. Mais vous avez des gens qui sont comme des Angwalima. Il accepte tout, même quand il sait qu'il a des faiblesses dans Mamboana. Vous comprenez? Donc, de part et d'autre, ne faites pas confiance aveuglément aux gens comme ça. Mais une fois que tu as fait confiance à quelqu'un et que la personne t'a trahi, ce que tu dois faire, ça doit t'enseigner. Parce que ce qui est sûr, dans chaque leçon, disons, dans chaque cas de trahison, il y a une leçon profonde. Et c'est ça l'avantage de la trahison. La trahison enseigne mieux ce que la confiance n'a pas pu enseigner. Parce que la trahison te poussera à monter la garde. Parce que quand tu as trop plus confiance en toi, tu peux baisser la garde à tout moment. Mais la trahison te remettrait les choses dans l'air. Tu vois, comme tel que tu me vois. Même si tu descends du ciel aujourd'hui, ah, je ne te ferai pas confiance. En tout cas, il faut que tu fasses 2, 3 fois plus. Parce qu'il y a des standards. Le premier standard, c'est quand tu n'as pas encore de moyens. Quand tu n'as encore rien, tu peux faire confiance aux gens, le standard Morobo. Mais plus tu commences à évoluer, plus tu commences à grandir, plus tu commences à prendre de l'ampleur à un niveau, il faut que les standards de ta confiance puissent être aussi élevés. Un chef et un subalterne ne font pas confiance de la même manière. Non. Tu ne peux pas avoir confiance comme tout le monde. Il faut t'élever. C'est très important. En tout cas, maître, nous vous disons merci. Pour ça, surtout pour les amis qui sont en ligne, vraiment ébélé. Nous vous disons merci pour l'intérêt. Vous avez vraiment ébélé. Bon, nous sommes dans les plis de 700 personnes. C'est énorme en tout cas. Que Dieu vous bénisse, surtout pour l'attention et l'intérêt que vous accordez au travail de M. Christian. Que Dieu vous bénisse. Et nous espérons que vous continuez vos alawana, continuez à aimer les messages, partagez surtout dans Bandeko Oyo Bakoui Kolanda live OOT et Rosali Sabango Penawandako. Alors, nous remettons la parole au maître pour les derniers mots parce que nous sommes à la fin. Merci. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous tous de venir participer à ces enseignements. Nous nous préparons pour aller dans notre siège. On va commencer à être là, mais plus ou moins tous les dimanches à 15 h, on est là. On est ici. Et moi, je crois que c'est le plus important. Donc, le dimanche prochain, ça va être une nouvelle thématique, un nouveau sujet qui sera... Mais on n'a pas fini les commandements. Je crois qu'il faut qu'on en finisse quand même. Oui. Il y a d'autres sujets qu'on reprendra plus tard. Mais il y a tellement beaucoup de sujets qu'il faut qu'on entre dedans. Et dimanche, si tout va bien, on aura un autre sujet et puis on va évoluer. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.